Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Une autre émission de Point de bascule à radioinfocité.com. Nous sommes le 31. Mercredi 31 mai et, 2017 et demain, le 1er juin. On espère-tu que l'été arrive un peu? Oui, l'été est pas mal là aujourd'hui. Alors, ce soir, j'ai beaucoup de compagnie. J'ai le privilège d'avoir avec moi Saint-Yann Trempe, qui revient après quelques semaines d'absence. Bonsoir tout le monde. Philippe Plamondon et bien sûr Alexandre Cormier-Denis. Bonsoir. Alors, on a de quoi jaser en masse ce soir. Et on va commencer bien sûr par les développements sur la scène politique québécoise. Ce matin, le Journal de Montréal faisait sa manchette avec des révélations encore croustillantes sur les liens entre Marc-Yvan Côté et Philippe Couillard. Donc, Marc-Yvan Côté, l'ancien organisateur du Parti libéral du Canada. Et, non, pas seulement ça, ancien organisateur, oui, comme tu le soulignes, mais ancien organisateur de la campagne électorale, la campagne à la chefferie de Philippe Couillard. Oui, également. Hein? Faut pas l'oublier. Alors, monsieur... Attends un peu. Et également, oui. Ministre, qui a occupé ministre des Transports, ministre de la Santé sous Robert Bourassa. Et il a été foutu dehors du Parti libéral du Canada. Oui. En raison de la commission Gomery. Ben, c'est ça, des révélations sur des comment dirais-je, des agissements frauduleux, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Oui, tout à fait, du Parti libéral. Du Parti libéral, et dont lui était particulièrement responsable. Alors, lui, il est banni à vie. Oui. La défense de M. Couillard, c'est de dire que M. Côté avait certains troubles psychologiques et qu'il lui a offert une aide. C'est pour ça qu'il est... Non, mais... D'accord, mais je fais juste relater les faits. Bon, c'est ça. C'est ce qu'il a défendu à l'Assemblée nationale aujourd'hui même. Le bon docteur Couillard. Le bon docteur Couillard. Le problème du docteur Couillard, c'est que s'il avait juste Marc-Yvan Côté comme mauvaise relation... Oui, ça serait pas si mal. Ça serait pas si mal. À la rigueur, on pourrait comprendre. Il serait crédible. Mais son problème, c'est ses mauvaises relations avec... Systématique. Avec Porter, le docteur Porter, ses mauvaises relations avec Hans-Peter Black, de Sinistre Mémoire, et également avec, qui donc d'autres... l'Arabie Saoudite en général. L'Arabie Saoudite en général, c'est pas trop mal. OK. Et puis, également, toutes ses relations avec une compagnie qui s'appelle Canadian Minerals, dans laquelle il a joué un rôle particulier, et évidemment pas tellement glorieux. Alors, c'est incroyable. Comme par hasard, il est toujours pris avec des gens qui sont un peu douteux. Louches, quand ça n'est pas complètement criminel. Il y a un petit côté criminogène chez Philippe Couillard, c'est-à-dire que son entourage est souvent extrêmement proche de milieux très, très, très douteux. Non seulement le fait qu'il mette son argent dans des paradis fiscaux lorsqu'il quitte le Québec et va travailler pour l'Arabie Saoudite, en plus... Ça, c'est pas criminel, hein? Faut être précis, là. Non, tu as tout à fait raison. Mais c'est comment je dirais, c'est un peu le cumul de tout ça qui donne une ambiance générale de M. Couillard qui est assez dérangeante au final. Là-dessus, on va être d'accord. Mais il faut faire attention. Pour l'instant, quand tu dis criminogène, c'est pas lui qui est criminogène. Non, c'est un peu son entourage. Son entourage et malheureusement, là, c'est des gens qui ont l'éthique élastique. On va dire ça comme ça. OK? Et parce que, tu sais, il ne faudrait pas qu'on se ramasse avec une poursuite. Mais bien sûr que non, mon cher Richard. Alors, il faut être délicat. Et même si on dit les choses franchement. Oui, bien sûr. OK? Alors, oui, non, c'est ça, c'est le problème de Couillard. Toujours pris dans des situations abracadabrantes et des compromettantes pour lui-même. À croire que ce gars-là, il n'y a pas de radar. Il est incapable de flairer le danger. Ou il a un sentiment d'impunité.
où il a un sentiment. Effectivement, ça peut être ça aussi. C'est un peu peut-être un mélange des deux aussi. Oui, et comme tu sais, il faut quand même comprendre que ce bonhomme-là avait été nommé au conseil d'administration de la Société canadienne de renseignement et de sécurité. Oui, alors ça, c'est un truc assez particulier et qu'il y a peu de commentateurs qui relèvent. Hein, qui reviennent là-dessus. Oui, qui reviennent là-dessus dans la carrière de M. Couillard. C'est même, je dirais, un des aspects de son curriculum qui est le plus troublant. Qui est le plus surprenant, finalement. Ouais. Et même que, je te dirais que l'establishment de la sécurité nationale était particulièrement furieux de la nomination de Philippe Couillard au conseil d'administration de du SCRS, du Service canadien de renseignement. C'est pas une société, c'est un service. Si tu te souviendras, pas le journaliste, mais le commentateur, le spécialiste des questions de renseignement, Michel Junot-Katsuya, avait justement souligné cette affaire-là en disant que ses liens avec l'Arabie saoudite posaient problème pour quelqu'un qui était nommé à ce genre de poste. Effectivement. OK. Alors, encore une fois, mystère et boule de gomme, tout aussi mystérieux que la nomination de Porter. Hein? Oui, tout à fait. Je veux dire, personne ne l'a jamais expliqué, celle-là non plus. Comment se fait-il que ces deux bonhommes-là se ramassent sur le conseil d'administration du service de renseignement. C'est fort de café. Oui, hein? Pour dire le moins. OK. Et donc, Monsieur Couillard est de nouveau dans de sales draps. Et j'ai comme l'impression que, comme on dit en anglais, from now on, it's all downhill. Hein? Ça va aller... Ça va aller en... En même temps, il faut pas se leurrer. Hein? C'est-à-dire qu'on est à... Bon, si le gouvernement libéral ne déclenche pas des élections prématurées, parce que c'est possible, hein? C'est-à-dire que même avec la loi sur les élections à date fixe, si le Parti libéral voit que les sondages sont relativement favorables ou ils connaissent une embellie dans les sondages, ils peuvent très bien décider de déclencher des élections parce qu'on est dans un système parlementaire britannique et que le système de vote à date fixe... oui, mais en même temps, ça peut être exactement pour les raisons opposées. Hein? Ils peuvent se dire, on est mieux de faire l'élection tout de suite parce que dans 18 mois, pas sûr qu'on va être capable. Oui, voilà, exactement. Hein? Exactement. Ça va dans les deux sens. Non, tout à fait, les deux raisonnements sont possibles. Mais si c'est pas le cas, donc s'il y a réellement des élections dans 18 mois, on peut penser que le gouvernement libéral va se mettre à arroser la population. Il a déjà commencé. C'est ça. Okay. Et même son voyage en Israël, ça semblait être déjà une campagne électorale. Ça avait toutes les allures d'une campagne électorale. On se demandait s'il ne voulait pas aller chercher des votes en Israël même. Non. Tellement il était... mais il avait l'air de vouloir... Il essayait de vouloir faire... avec ses drapeaux du Canada partout. Oui, exactement. Il essayait de faire... Il essaie de faire le plein des votes de la communauté juive. Oui, entre autres. Il les a pas déjà? Oui, c'est ça. De 1 et de 2, non, mais faites bien attention. À l'heure actuelle, là, chez les anglophones, là, il y a des, comment dirais-je, des réactions qui ressemblent beaucoup à celles des années où lorsque le parti Égalité, l'Equality Party, a été formé. Okay? Il y a des gens qui, au sein de la communauté anglophone, là, devant tous les scandales, commencent... tout ce monde-là n'est pas croche, là. Ils commencent sérieusement à avoir des problèmes de conscience, à continuer à voter pour le Parti libéral. Donc, il va être obligé de faire sérieusement campagne, même auprès de ses partisans. Je sais pas. Oui. Peut-être. Et, moi, j'y crois pas trop. De toute manière, quand l'Equality Party avait été créé, tu le sais mieux que moi, Richard, c'est parce que le Parti libéral de Bourassa avait été jugé trop nationaliste de la part des anglophones. Alors là, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Quand il avait adopté la fameuse loi 178, exact, à la suite d'une décision de la Cour suprême. Et c'était pour finalement contester les mesures pseudo-nationalistes d'affichage en français du gouvernement Bourassa. Alors, il y avait 4 ministres qui avaient démissionné. Il y avait eu... mon ancien professeur, Herbert Marks, qui était ministre de la Justice. Il y avait eu un député qui s'appelait Richard French. Il y avait eu un autre qui s'appelait Clifford Lincoln.
Et puis, mon Dieu, il y en avait un quatrième, je ne me souviens plus de son nom. Ma foi, des francophones? Bon, oui, bien sûr. French, non? C'est francophone, non? Mais enfin, bref, tout ça pour dire que, effectivement, je pense que c'est pour ça que ça va être dur d'attaquer le Parti libéral, parce que j'écoutais Jean-François Lisée attaquer Philippe Couillard sur l'austérité. Or, le problème, c'est que si on tape simplement sur le clou de l'austérité, ça ne fera plus beaucoup de sens d'ici quelques mois, parce que justement, les libéraux vont se mettre à arroser la population de dollars avec des programmes sociaux après avoir coupé les 4 années précédentes. Ce qui veut dire que pour attaquer le gouvernement libéral, il faut trouver un autre ressort que simplement l'austérité. Le seul ressort possible, c'est celui des scandales. Moi, je pense effectivement. C'est des scandales. C'est de dénoncer le régime libéral. C'est ce que Jean-François Lisée semble enfin avoir compris, parce qu'aujourd'hui, il a eu une posture assez dure, agressive, oui. Il est passé à l'émission du Trisac. Et puis, franchement, là, il allait. Bon, mais pas encore assez. Pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est exprimer ses doutes sur la crédibilité de Couillard, mais il n'est pas encore en possession des éléments d'information suffisamment pour y aller viser direct, pour que ça fasse mal. Tout ce qu'il fait à l'heure actuelle, là, pour aujourd'hui, ce qu'il s'est tenu à faire, c'est déplorer. Il faut que ça fasse plus mal que ça. Et il faut qu'il s'impose, tu sais, il faut qu'il soit plus fort et meilleur que la CAQ. Ah ben oui, ça c'est son défi, là. Oui, tout à fait. Mais là, bon, il a fait le coup de coude à Québec solidaire, là. Politburo, puis etc. Là, on voit qu'il n'y a plus du tout disons, de câlin entre Québec solidaire et le Parti québécois. C'est assez ouvertement des hostilités, je dirais. Ce qui est une bonne chose, à mon sens. Hein, ça clarifie la position du Parti québécois et ça remet Québec solidaire à leur place, un peu pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adversaires politiques, ni plus ni moins. Et maintenant, ça permet au Parti québécois et à Jean-François Lisée de se diriger vers le réel ennemi, le réel adversaire. C'est pourquoi, la semaine dernière, moi, j'avais mis en ligne cet article sur l'État profond, de telle façon à montrer l'ampleur de la crise institutionnelle, puis à ramener l'attention là-dessus. Oui. Il faut que ce soit le seul enjeu. La reprise du contrôle de l'État. C'est ça, parce que c'est celui sur lequel les libéraux sont les plus vulnérables. Tout à fait. Donc, beaucoup plus que l'économie, beaucoup plus que l'austérité. N'importe quoi. Oui, tout ça, c'est... Bon, en même temps, c'est un peu... je veux pas faire mon rabat-joie, là, mais le PLQ peut pas avoir vraiment en bas de 30%, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai. Quoi qu'il arrive. Peu importe le scandale. Là. Oui. Puis, même que l'on l'a vu avec les dernières élections, oui, plus il y a scandale, plus il pogne. Il peut descendre jusqu'à 26 ou 27. Et c'est déjà arrivé. Ouf, ça fait longtemps. Dans le temps de Charest. Ouais. Oui, mais il était réélu, Charest. Non, mais la dernière fois, il a été battu. Ah, ben oui. Parce qu'il y avait la crise étudiante, puis il y avait la commission Charbonneau. Bon, voilà. Alors, il faut provoquer une crise. Oui, moi je suis d'accord, et il faut aussi démobiliser l'électorat francophone libéral. C'est-à-dire que même si c'est un électorat qu'on ne peut pas retourner en le faisant voter pour la CAQ ou le Parti québécois... Non, ils vont voter pour la CAQ de préférence. Oui, voilà. Il faut les amener à voter pour la CAQ. Oui, mais il faut les amener pour... Oui, en fait, ultimement, il faudrait les amener à voter pour le Parti québécois, mais... Non, on oublie ça, là. Vu les circonstances. Oui, mais voilà. Là. Voilà, exactement. Ben oui. C'est ce que je veux dire. Il faut démobiliser l'électorat francophone libéral, et pour ce faire, je pense que je suis assez d'accord avec toi, Richard, là-dessus. Je pense que taper sur le régime libéral, c'est la meilleure chose à faire. C'est la seule chose à faire. Parce que si on est simplement dans une logique social-démocrate, le Parti libéral a fait des coupures dans tel et tel service en santé, en éducation, avec les personnes âgées, etc. Les gens ne s'en rappelleront pas, tout simplement parce que Couillard va arroser, de manière un peu superficielle, l'électorat juste avant les élections, et ce discours-là n'aura pas de sens. Donc il faut sortir de simplement le discours social-démocrate pour réellement faire une critique en profondeur, comme tu le dis, du régime libéral, et pas simplement des mesures d'austérité. Et puis, alors, il faut... carrément alléguer l'état de crise. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui. Si tu veux amener une réaction suffisante
pour obtenir le renversement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2012, là, quand il y a eu l'élection de Pauline Marois. Mhm. Hein, dans les mois qui ont précédé l'élection, le Québec était en crise. Oui. Donc, il faut retrouver une atmosphère, recréer cette atmosphère de crise pour obtenir le renversement de Couillard. En même temps, c'est particulier parce que 2012, ça avait été une crise créée eux-mêmes par les libéraux, Oui. un peu dans le but de se démarquer sur le plan politique, et ça a été une espèce de pari de la part de Charest. Oui, mais en même temps, tu admettras que tu sais, j'ai le plus grand, la plus grande sympathie pour les manifestations étudiantes qui ont eu lieu à cette époque-là. Ah non, c'était double. OK, bon, il y avait ça, mais il y avait, tu sais, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, beaucoup plus fort aujourd'hui, c'est le doute qui est créé dans la population sur l'intégrité Bien sûr. du gouvernement. Bien sûr. Et ça, ce doute-là est alimenté par des révélations régulières Qui n'ont pas cessé. Hein. qui n'ont pas cessé et qui sont carrément, et ça ne peut pas être autrement, d'origine policière. Quand tu vois un article dans le Journal de Montréal qui sort, comme celui qui est sorti au sujet de Pierre Bibeau la semaine dernière, avec une photographie qui est une photographie de filature policière, tu comprends que la source de l'information, elle est policière. Oui, elle vient pas d'Hydro-Québec. Elle vient pas d'Hydro-Québec, non. Alors, puis c'est écrit carrément. Oui. Alors ça veut dire qu'il y a des patriotes au sein des forces policières, probablement de la SQ, qui sont extrêmement en colère avec ce qui se passe, qui ne veulent absolument pas que les libéraux aient de passe-droit, qui sentent que leurs propres enquêtes ne mèneront à rien, alors ils sont prêts à griller des preuves auprès des médias pour que ça sorte publiquement. Il faut comprendre que pour ces policiers-là, c'est leur propre intégrité qui est en cause. Oui, bien sûr. À partir du moment où ils font un travail, et un travail qui ne débouche pas, si ça ne débouche pas, la population va les percevoir comme des complices. Ben oui. Hein? Donc, ils ne peuvent pas se permettre ça. Ouais. C'est des gens honnêtes. Et, En tout cas, il y en a parmi eux qui le sont il y en a qui le sont. de manière effective. Là, après, peut-être que Écoute, il y a des pommes pourries partout. Oui, mais là, parfois, on a l'impression que plus on monte, moins c'est sain. Oui, mais enfin, il ne faut quand même pas systématiser, là. Dans les forces policières, il y a des gens qui sont extrêmement intègres. Ah, ben c'est sûr. OK? Mais ça, c'est évident. Et ça doit pas leur faire plaisir de voir ce qu'on voit. Ça leur fait pas du tout plaisir. Ouais. Et ça leur fait d'autant moins plaisir qu'ils ont établi des contacts, par exemple, avec Radio-Canada. Tu sais, l'émission Enquête, pendant plusieurs, a bénéficié des informations, d'informations policières. L'émission Enquête avait même, imagine-toi, Radio-Canada avait même retenu professionnellement les services d'un policier, d'un ancien policier, pour lui fournir de l'information. Donc, il savait un informateur payé de la police. Pas mal. Hein? C'est pas mal. OK? On a l'impression, par contre, que les sources ont changé de média, là. Ce policier-là, Ouais. Je le connais. D'accord. Personnellement. Oui, d'accord. OK? Et bon. Alors, j'ai tout eu l'information. Donc, non, mais personne m'en doute. En fait, c'est plutôt à leur honneur, hein, ce qui est en train de se passer. Le fait qu'il y ait des sources policières qui sortent pour dénoncer le fait que les enquêtes n'avancent pas. Et tu comprendras que c'est particulièrement impressionnant, vu le contexte policier, par exemple, à Montréal, où on multiplie les enquêtes sur les fuites policières. Des fuites qui émanent de la police. Hein? Alors, tu comprends qu'il y a de la pression sur eux. Oui, tout Et bien puis, sûr. malgré la pression, ils continuent. C'est impressionnant. Peut-être passer à un autre sujet, mon cher Richard. Québec solidaire, la pluie, l'avalanche, la tempête de commentaires négatifs se poursuit. Hein. Oui. Il y a eu un texte... D'abord, commençons par parler de l'élection de lundi d'Angouin. Oui, d'accord, parfait. OK. Et puis, toi, tu es bien placé pour en parler. Oui. OK. Alors, la première chose que je veux souligner, moi, c'est à quel point les résultats reflètent extrêmement mal la situation réelle. Ah, ça c'est possible. OK. Je veux dire, écoutez, là... En tout cas, la situation nationale. Dans le comté de Gouin, il y a 45 000 électeurs inscrits. OK? À peu près, là. 44 000, bon.
Et 45 000 électeurs, on va dire pour les fins de la discussion, 45 000 électeurs inscrits. Sur ces 45 000 électeurs inscrits, à peine 11 000 se sont prévalus de leur droit de vote. Ou 12 000 tout au plus, se sont prévalus de leur droit de vote. Ce qui fait un taux de participation de 32,75 %, si ma mémoire est fidèle. Ouais. OK, c'est très, très faible. Et évidemment, sur ce nombre... 70%. Il y a à peine 20% de la population de Gouin qui Gabriel ont voté pour Nadeau-Dubois, il n'y a même pas 10 000 voix. Non. Ouais. Et puis, il est élu avec 70% des voix, Mhm. des suffrages exprimés. Ça représente même pas 20% de la circonscription. Alors, de là... On Ça va, triomphe, là. Calmons-nous. Calmons-nous, c'est pas un triomphe. Non. C'est loin d'être un triomphe. Oui, en même temps, bon, je veux pas être démobilisateur, messieurs, mais je pense quand même qu'en 2018, il va être réélu. C'est-à-dire que aux prochaines élections, on va se rendre compte que Québec solidaire est une vraie force politique à Montréal. Et qu'à terme, l'alliance, moi c'est ce que j'appelle l'alliance des bourgeois bohèmes, hein, c'est-à-dire la petite bourgeoisie éduquée, urbaine, montréalaise, l'alliance donc des bobos et des immigrés va faire en sorte qu'à terme, tous les partis nationalistes, quels qu'ils soient, évidemment la CAQ n'a jamais eu d'enracinement à Montréal, mais le Parti québécois aussi risque d'être balayé dans les prochaines années de la ville de Montréal pour des raisons, je dirais, sociologiques et politiques. Et à terme, le vote du Parti québécois va se trouver uniquement dans la couronne de Montréal, dans la vallée du Richelieu, bref, dans les régions. Je pense que Québec solidaire, contrairement à ce que disait Gabriel Nadeau-Dubois à Mario Dumont lors de son entrevue, je pense que Québec solidaire, cible des comtés. Et ils le font très bien. Ils vont cibler Rosemont, le comté de Jean-François Lisée, aux prochaines élections. Ils vont cibler Hochelaga-Maisonneuve. Et il est possible qu'ils aient des gains politiques aux prochaines élections. Et c'est pas pour rien hein, que Jean-François Lisée est si obsédé par Québec solidaire. C'est parce qu'il est en danger. Il y a des raisons psychologiques, là. Au niveau politique, on repassera. Il les voit dans sa soupe. Il les voit dans sa soupe, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un réel danger politique pour lui de se faire déloger dans son comté de Rosemont, qui est voisin de Gouin, hein, je le rappelle. Mais ça, c'est son problème. Mais c'est le problème personnel de Jean-François Lisée. En même temps, c'est le problème du Parti québécois. C'est-à-dire si le Parti québécois est totalement balayé de Montréal, déjà qu'il lui reste pas beaucoup de faire attention quand tu dis une chose pareille. Il est déjà arrivé qu'un chef de parti ne soit pas réélu dans son comté. Hein? Bien sûr. C'est arrivé à Robert Bourassa. Oui. C'est arrivé à Jean Charest. Oui. OK. Pauline. C'est arrivé à Pauline Marois aussi. Hein? Oui, mais elle a été battue, d'ailleurs. Bon, OK. Alors... Non, mais ce que tu dis est vrai, mais je parle pas juste de Rosemont. Il y a aussi Hochelaga, qu'on sait que les solidaires visent. Non, ça va mal à Montréal. Ça va très mal à Montréal pour le Parti québécois, et donc je suis d'accord, c'est vrai. Le taux de participation la raison pour laquelle ça va mal, c'est parce que le leadership fait pitié. Oui. OK? Je suis d'accord. Oui, mais... Non, je veux dire, c'est bien beau. Là. Moi, écoutez, j'ai une certaine expérience politique. Là. J'ai vu la montée du Parti québécois avec René Lévesque. J'ai vu, j'étais au gouvernement, j'ai été élu avec Jacques Parizeau. Oui. OK? Et quand il y a un leader qui s'impose, les coalitions se font presque automatiquement. Okay? Autrement dit, la convergence là, avec laquelle on nous casse les pieds depuis... pour pas dire autre chose. Pour pas dire autre chose, oui. Depuis des mois, OK? On devrait même pas en parler. Je veux dire, la convergence, c'est pas quelque chose qu'on prévoit à l'avance. La convergence, c'est ce qui résulte d'un rapport de force. Est-ce que tu veux qu'on appelle Jean-Claude Pomerleau là, pour qu'il non. nous parle de... On peut, mais... pour qu'il nous parle de la tactique de la convergence. OK. Non, je veux dire, la convergence, là, ça résulte non, mais d'accord, mais... d'un rapport de force. Or, tant et aussi longtemps que le leader principal est pas fort, il peut pas imposer par son autorité la convergence. Oui, c'est vrai, mais tu sais, on dit ça depuis des années au Parti québécois, il y a un problème de leadership. Or, on a changé à peu près 4 fois de chef, là. Landry, Boisclair, Marois, là c'est Lisée. Est-ce que le problème c'est vraiment le chef ou il y a un problème structurel plus profond? Comment se fait-il que la CAQ réussit à avoir... Je veux bien croire qu'il y a... il y a le premier problème, ça a été la division du Parti québécois par Lucien Bouchard, qui a expulsé la gauche, okay? qui a créé un climat
tel que la gauche s'est retirée du Parti québécois. Bon, il y a, à part Pierre Dubuc et La Violette, qui ont décidé de constituer une espèce de club de gauche. Oui, le SPQ libre. SPQ libre, au sein du Parti québécois est demeuré. Il y en a un paquet qui ont été repoussés, qui ont été littéralement démobilisés par les politiques de droite de Lucien Bouchard. Oui, mais je veux dire, Lucien Bouchard était démobilisateur pour l'ensemble de l'électorat péquiste, et pour les nationalistes qui défendaient la langue française, et pour les sociaux-démocrates. Comme éteignoir de concupiscence, et pour les souverainistes. Non, je veux dire, Lucien Bouchard. Mais bon, Montréal, là, il y a un problème sérieux. Oui. C'est sûr que Gouin, Rosemont, Hochelaga, démographiquement, il y a eu des grosses modifications depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années. Il n'y avait pas de grande population anglophone au métro Beaubien il y a 15 ans, c'est pas vrai. Je sais parce que ma famille et moi, on est propriétaires dans ce coin-là, puis on n'a jamais vu ça. Non. C'est tout à fait récent. Oui. Non, il y a des changements démographiques. Il y a des changements démographiques qui avantagent le Québec solidaire, ça c'est sûr et certain. Oui. De la gauche anglo, trendy. Mais quand Toronto. vous dites ça, là, je regrette parce que moi, j'ai encore une fois une longue expérience. J'ai participé dès le début des années 1970 comme avocat comment dirais-je, lors des élections, représentant de pôle. Que j'ai commencé comme représentant de pôle dans Gouin. Et l'évêque était candidat dans ce comté-là à l'origine. Okay? Ah, oui. OK? Il faut se souvenir de ça. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'italophones. Ah oui, la petite Italie. Ouais, non, mais il y avait, mais pas, qui était répandue dans le coin. OK? Et puis, il y avait également une communauté juive importante. OK? Alors, déjà, à cette époque-là, c'était également un coin dans lequel était très présent l'ancien sénateur Prudhomme du libéral, du Parti libéral fédéral. Et déjà, à cette époque-là, il y avait une population d'arabophones qui s'installait dans ce coin-là, musulmane. Déjà, à cette époque-là. Alors, je me souviens de ça parce que comme représentant de pôle ou comme responsable de pôle à l'élection suivante, j'ai bien vu. Mais là, je te garantis, Richard, que ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi, je le sais. C'est-à-dire qu'il y a des changements intenses de démographie à Montréal. On l'a vécu pendant la campagne. On l'a vécu dans la campagne, on l'a vu, même dans des quartiers historiquement, même à la limite. C'est à cause de la gentrification, là. Ben oui, tout à fait. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une petite élite artistique canadienne-anglaise qui ne peut plus vivre à Toronto ou même à Vancouver. Ni même au plateau Montréal. Non, et voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Montréal, ils viennent s'établir dans des quartiers plus populaires, et il y a un changement de population. Et qu'est-ce qui se passe aussi chez les francophones? Ben, il y a un exil vers la banlieue. Donc, Montréal se vide des francophones, des familles francophones, petit à petit. Et finalement, c'est le remplacement par une population anglo-immigrée. C'est ça le réel. C'est pour ça que je dis qu'à terme, ce qu'on a vu là avec Gabriel Nadeau-Dubois qui fait 69% des votes, même si c'était une élection partielle, même s'il y a eu un taux de participation extrêmement bas, ça signe ça démontre, c'est un signe pour les choses à venir, je pense. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as envoyé ce matin un article de la Gazette, c'était absolument renversant, c'est terrifiant, dans lequel on annonce que dans 100 ans, 80% de la population du Canada sera d'origine non blanche. Oui. Alors, bon, ça c'est typique des anglo-saxons. Hein, 80%. 80. Écoute, il va rester que 20% de blancs. À Montréal. Non, au Canada. Au Canada. Oh, au Canada. Au Canada, wow. Parce que dans les grandes villes, c'est déjà passé la barre des 50. Oui, Toronto et Vancouver, c'est déjà passé la barre des 50. Alors, on sait, hein, les anglo-saxons sont très obsédés par la question raciale, pour deux raisons. Bien plus que les Québécois. Bien plus que les Québécois, mais c'est assez particulier parce qu'ils parlent ouvertement de la question. Et là, c'est des chercheurs, donc c'est des démographes qui ont fait des études et qui annoncent effectivement que vu l'immigration massive, qui est une immigration extrêmement grande par rapport à la population, hein. Évidemment, en termes de chiffres, c'est moins grand
que, par exemple, la France ou les États-Unis, mais en termes de pourcentage de la population, ce que reçoit le Canada est totalement démesuré. Et comme 4 immigrants sur 5, selon les démographes, sont non blancs, Ouais. il prévoit qu'effectivement, en un siècle, ça va être le remplacement quasiment total de la population canadienne par des descendants d'immigrants qui vont être arrivés après 2017. Oui. Et alors là, il faut faire... faut que les gens aient à l'esprit très clairement la différence dans la composition de l'immigration maintenant par rapport à celle qu'on a connue jusqu'aux années 75 et 80. Jusqu'aux années 75 et 80, les immigrants étaient tous des gens d'origine européenne. Oui. Oui, exact. Hein? On a eu des Grecs, on a eu des Portugais, on a eu des Roumains, Des Ukrainiens, on des a Italiens. eu des vagues, L'immigration des Italiens. chrétienne. Et c'est des gens qui avaient la même culture, la même origine civilisationnel, disons. civilisationnelle Système de valeurs. que nous. Mm. OK? Et puis, c'était des gens dont l'intégration était relativement facile. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder autour de nous et constater à quel point, effectivement, ces gens-là se sont bien intégrés. Oui, tout à fait. OK. Là où on a commencé à avoir des problèmes, c'est à partir de 1980, lorsque la composition de l'immigration a changé. Et là, sont arrivés des gens, d'abord, il y a eu des gens d'Amérique du Sud, c'était encore une fois des gens d'origine... mais ce n'étaient pas des Européens, hein, c'était des... Non, bien sûr. Donc, il y avait il commençait à y avoir du mélange, que ce soit... Il y a eu des Philippins, il y a eu beaucoup de gens du Guatemala, dès les années 60 aussi, une immigration du d'Haïti. Salvador, il y a eu Haïti. Oui. Mais Haïti, ils sont quand même bien intégrés, là, les Haïtiens. Oui. Faut. Ouais. Quoi? Moi, je vous... Vas-y. Non, mais je comprends très bien qu'est-ce que vous dites. Il y a nécessairement des populations immigrantes plus facilement Assimilable. assimilables, mais je pense pas que c'est vraiment de l'assimilation. Ou Même- parlons d'intégration. Pardon? Parlons d'intégration. Oui, mais intégrer jusqu'à une certaine limite. Oui, bien sûr. Les communautés, les Grecs, autant que les Italiens, ils vivent quand même à l'intérieur de leur communauté. Oui, certains, oui. Il y a des Mais d'autres économies qui- parallèles ici à Montréal qui Oui, tout à fait. Parce que c'est pas ce qui aide à voter oui, hein. Non, Disons-le, là. C'est sûr que ça Soyons- cause pas soyons des clairs. problèmes au niveau qui viennent remettre en question notre système de valeurs, Oui. comme le font des communautés musulmanes. Mais Mais il y a aussi... Mais c'est ce que je dis. De toute façon, à partir de 1980, ça commence à poser problème. Oui. OK? Euh, Et ça va. Puis ensuite, il y a aussi la question de l'instruction. À l'heure actuelle, quand on regarde les gens qui arrivent, là, les niveaux d'instruction sont extrêmement bas. Ouais. Hein? Et ça pose un sérieux problème. Ben oui, en plus que, bon, l'intégration économique est pathétique. Là. On sait que chez les Maghrébins au Québec, chez les Maghrébins à Montréal, c'est, je pense, 30% de chômage. Hein? Ouais. Donc, je veux dire, faire venir 58 000 immigrants cette année. On sait que le plan du Parti libéral, c'est d'en amener plus de 60 000 à chaque année. On faut se demander en quoi ça aide les immigrants qui sont déjà sur place. Et quand on regarde le cas des immigrants syriens qui sont venus, l'aide qui leur a été offerte, c'était à hauteur de 50 000 $ par an. Ouais. Hein? C'est quand même fort. Là. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est pas une ressource financière, c'est une dépense. C'est ça, exactement. Et c'est là où réside le grand mensonge immigrationniste. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit que c'est payant, quand ce l'est pas, et en plus... ça ne l'est plus. On essaye de nous culpabiliser dès qu'on remet la chose en question, comme j'ai pu le constater dans la campagne électorale que je viens de faire dans le Gouin. Je rappelle juste pour donner un ordre de grandeur, pour que les gens comprennent bien quand on dit que le Canada a subi de l'immigration massive. L'Union européenne, reçoit environ 510 millions d'immigrants par année. 300 000 immigrants par année pour une population de 510 millions dans l'Union européenne. 300 000?
300 000 non-Européens qui rentrent dans l'Union européenne chaque année. C'est un peu bizarre, là, ces C'est très chiffres-là, peu, parce ton que chiffre est pas bon. Non, parce que juste la France, c'est C'est 250 000 000 entrées légales par année. Ben, en tout cas, Mais c'est ce que j'ai officiellement, ici. ils disent pas ça. Non, Oui, non, oui, non, oui. non, non. Les chiffres officiels de la France, c'est 250 000 visas par année. Alexandre, tes chiffres sont pas bons. Ah ben, c'est le chiffre de la Gazette. Oui, oui, mais la Gazette... Non, mais d'accord, mais écoutez, c'est des chiffres que j'ai devant moi. C'est beaucoup plus élevé que ça. Et Je pense que cette année, c'est 2 millions en Europe. Puis en 2016, en tout cas, c'était au-dessus de 2 millions. c'est possible. Écoute, Alexandre, Angela Merkel en 2016 a pris 1 million de migrants. Oui, mais c'est peut-être un chiffre là, sur, je sais pas, étalé sur 10 ans. Je sais pas exactement quel est leur calcul. Puis la France, c'est 250 000 visas par année. Oui. Pour une population Et- de 45 millions Et d'habitants. ça, c'est... Non, 65 millions. et ça, c'est légal. Parce qu'on sait pas ce que Oui. c'est en termes Oui, d'illégal. Oui. Ils sont quoi? Ils sont 60 millions à peu près, les Ouais, Français? 65, Oui, c'est ça. Oui, à peu près. Eh bien, c'est 300 millions que reçoit 300 000 immigrants par année pour une population de 35 millions d'habitants au Canada. C'est immense. Mhm. C'est immense. Ben, c'est 3 fois plus que la France. Ouais. En proportion. Ouais. Puis 2 fois plus que les États-Unis. Mais pour le Québec. Oui. Oui, non, je sais, c'est Pathétique. totalement hallucinant. Et les capacités économiques, les capacités culturelles, les capacités d'intégration réelle ne sont pas là. Alors, il va falloir qu'on arrête d'essayer de nous culpabiliser sur cette question-là et qu'on puisse réellement en parler. En plus, c'est très, très drôle, hein, parce qu'il y a... Mais, ces gens-là n'arrêteront pas. Non, Il je va sais. falloir que nous, On se batte. on se batte. Oui, oui, tout à Ça fait. passe par le chef du Parti québécois. Et bien sûr, lui, Mhm, c'est au premier Voilà. chef, c'est le cas de le dire. Tout à fait, Saint-Cyane. Ça passe par le chef du Parti québécois. Tout ça pour vous dire que quand il y a un intellectuel, Renaud Camus, enfin un écrivain, qui a une expression assez intéressante pour parler du remplacement de population européenne, il appelle ça le grand remplacement. Tout à fait. Puis j'ai lu son Son ouvrage. Son ouvrage, Ouais. et effectivement, qu'est-ce que tu veux, la conclusion, elle est inéluctable. hein. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans les médias de masse, on essaie de le faire passer pour un fou un peu conspirationniste. Or, c'est incroyable parce que on a les articles, on a vraiment des démographes qui travaillent sur ces questions-là et qui nous disent effectivement, il y aura un remplacement de population, C'est ça. allogènes, C'est ça. qui vont remplacer les populations, entre guillemets, autochtones venant du pays. Et ça va se produire si on continue avec l'immigration massive. Donc, ce n'est pas un délire. Non, c'est pas de la fiction, là. Non, c'est pas du tout de la fiction. C'est-à-dire, on a des projections démographiques qui prouvent que c'est bel et bien le cas. Alors, évidemment, je trouve ça très bizarre qu'il y ait aucun chef de parti politique qui ne relaie ce genre d'informations-là. C'est assez incroyable, en fait, parce que c'est fondamental. On est dans un remplacement total de population. Et en plus, nous, en Amérique, dans toutes les Amériques, on sait que c'est très bien possible. Hein, qu'une population tout se à fasse fait. remplacer par une autre, c'est ce que nos ancêtres ont fait. C'est-à-dire que nous sommes des descendants de colons français venus apporter le christianisme et la lumière de l'Europe en Amérique, porter un projet civilisateur et civilisationnel en Amérique. C'est Et beau. on sait très bien qu'il y a eu un remplacement de civilisation. Ah, mais là, L'Amérique précolombienne n'a rien à voir avec l'Amérique d'aujourd'hui. Puis regarde simplement aux États-Unis, là, je veux dire, les Autochtones se plaignent d'être maltraités au Canada, mais je te prie de me croire qu'aux États-Unis, dans les années 1800, là, il y a eu Ah ben, il y a eu un nettoyage. un nettoyage, là. Oui, tout à fait. Carrément, là. Mais d'autres endroits aussi. Hein? La Turquie, qu'est-ce que c'était? C'était l'Empire byzantin, C'est où ça. l'on parlait grec. Et maintenant, il n'y a plus de grec en Turquie. Ça a été complètement balayé. Il y a eu un nettoyage ethnique. Donc, ces choses-là, dans l'histoire, arrivent. C'est pas de la fiction de penser que ça n'arrive pas. Ce qui est particulier, par contre, c'est que c'est comme si nos propres gouvernements organisaient notre propre remplacement. C'est-à-dire parce que c'est quand même pas des invasions armées militaires qu'on subit. C'est une invasion, je dirais, voulue de la part de nos gouvernements, un remplacement lent, continuel de la population à des fins politico-économiques qui vont être désastreuses pour le futur. Si aussi on veut faire du Québec un pays, c'est pour que cette civilisation française en Amérique du Nord se perpétue dans le temps, éventuellement, pourquoi pas dans l'espace, mais je veux dire... Mais tu comprends que se notre perpétue au plan niveau de de faire un civilisation. pays se heurte à l'objectif des mondialistes Ben, totalement. qui veulent qu'il n'y en ait plus de pays. Ben oui, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Ben oui. C'est pour, Alors- c'est pour ça que la question identitaire, la question de l'identité nationale, est toujours adossée à la question de la souveraineté, mon Ben cher oui. Richard. Ben oui, tout à fait, toujours. Hein? C'est Comme- la thèse d'Alain de Benoît. Oui. là.
Exactement. OK? Et ça, c'est tout à fait... Qu'on peut inviter peut-être les gens à consulter sur le boulevard Voltaire. Je ne sais pas si les auditeurs de Radio Infocité sont... Ou qu'ils aillent carrément sur Vigile, parce qu'il est en ligne sur Vigile. C'est encore mieux sur Vigile, Richard, qu'ils aillent carrément sur Vigile. Alors, Alain de Benoist est un intellectuel français issu de ce qu'on appelait la nouvelle droite dans les années 80, donc des gens qui essaient de renouveler un peu le discours de droite. Le discours de droite, et qui s'est finalement retrouvé... pas juste le discours, la pensée. La pensée, oui, la pensée intellectuelle. C'est ça. Refonder la pensée intellectuelle de droite. Et le cheminement d'Alain de Benoist, ça a été de finalement même s'inspirer de certains socialistes non marxistes pour essayer de faire une synthèse entre tous les courants antilibéraux, qu'ils soient de droite ou de gauche, et c'est quelqu'un qui est assez particulier dans sa pensée parce qu'il est très européiste. Ouais. C'est-à-dire ultimement, lui, ce qu'il défendrait, c'est une espèce de souveraineté européenne, mais qui ne serait pas l'Union européenne telle qu'on la connaîtrait aujourd'hui. C'est une espèce de fédéraliste européen réformateur. Ouais. Et dans ce sens-là, son discours est assez particulier, mais c'est typique d'une certaine droite européenne qui ne défend pas toujours la souveraineté nationale, mais qui défend beaucoup le concept d'Europe comme civilisation. C'est ça. C'est le cas d'ailleurs de Renaud Camus, qu'on citait précédemment. Ouais. Donc, il y a toutes sortes de petites subtilités dans les courants de droite nationalistes et souverainistes en Europe. Et celui-là, Alain de Benoist, défend notamment une espèce d'Europe renouvelée, non soumise à l'Union européenne, qu'il trouve trop technocratique, trop inféodée aux États-Unis, trop mondialiste, quoi. Ben oui. Et puis, il y a une conscience, tu sais, dans le fond, les gens s'imaginent qu'être de droite, c'est nécessairement avoir une idéologie de droite. Pas nécessairement. Ouais. On est très confus en général sur la question. En général, les gens de droite, et j'en ai fréquenté quelques-uns dans ma carrière, en fait, pas mal. C'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'idéologie. Non. Ils sont essentiellement des pragmatiques. OK? Et quand tu leur expliques une situation, ils vont dire « Ah oui, bon, d'accord. » Et ils vont vite intégrer les éléments pour rechercher une solution, y compris s'il faut piger un petit peu dans la social-démocratie, y piger même carrément dans le communisme, s'il y a au besoin. Hein? OK? Le moins souvent possible, quand même. Le moins souvent possible. Oui, mais bon, un pragmatique, c'est un pragmatique. OK? Et il ne s'embarrasse pas de considérations idéologiques. Oui, en même temps, la droite au niveau intellectuel, c'est un vrai courant qui existe et qui n'est pas simplement, je dirais, un rapport marchand au monde. Parce que là, ce que tu me décris, c'est plutôt une mentalité de chef d'entreprise, un peu. Là. C'est ça. Tandis que, bon, si on veut référer... c'est des gens que j'ai fréquentés. Oui, bien sûr. En philo-politique, on est ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que dans une approche de philosophie politique, par exemple, on va être plus sur une nature de l'homme, on va être sur un sujet de nature humaine beaucoup plus qu'économique. Là. Oui, exact. C'est-à-dire que la droite, finalement, considère que l'homme possède en lui le péché originel, donc que le mal n'émane pas de la société, mais émane de la condition humaine, et la gauche va plutôt dire, ben non, l'homme est plutôt bon, et le mal vient de la société. L'homme est un animal social. Voilà. Rousseau. Oui, exactement, Rousseau. Par les structures qui lui sont... aliénantes. Exact. Et il faut donc changer la société pour parvenir ultimement à l'homme bon, idéal, bon, tout ça. Ouais. Donc sur ces enjeux-là, effectivement, il y a des réels débats philosophiques qui sont difficilement dépassables, seulement d'un aspect pratique, et c'est là où je te rejoins totalement, Richard, dans le monde politique actuel, le clivage gauche-droite veut plus ou moins rien dire parce qu'on est face à... Il veut plus rien dire. Parce qu'on est face à une hégémonie libérale mondialiste où on essaie de dissoudre le fondement même de la souveraineté populaire. On est face à l'échec du globalisme. Bah, en même temps, c'est très opérant. Hein? Tu dis que c'est l'échec, non, mais c'est un échec parce que l'échec, il est économique, l'échec. OK? Et tu peux pas avoir pire échec qu'un échec économique. C'est la faillite. Okay? À l'heure actuelle, cette faillite-là ne nous apparaît pas, tout simplement parce qu'elle nous est masquée par les interventions des banques centrales.
avec à coup de mesures d'assouplissement Ben oui. quantitatif. Mais en même temps, bon, c'est un peu à ça que servent les banques centrales. Oui, bien sûr, mais peu importe la raison, le système, à l'heure actuelle, si ce n'était des interventions systématiques des banques centrales, serait en faillite. Et, à l'heure actuelle, on arrive au point où les banques centrales elles-mêmes ne sont plus capables d'aller plus loin dans le sens de l'accommodement. L'accommodement raisonnable. Des assouplissements quantitatifs. Des assouplissements, oui, d'accord. Okay. Excuse-moi, je l'ai employé dans le sens anglais du terme. Non, pas. Accommodation. Peut-être qu'on va revenir à ça durant la deuxième heure, messieurs, parce que je voulais juste parler du reportage de Radio-Canada qui a été fait... c'est peut-être plus l'émission... oui, l'émission... Médium large. Médium large, voilà, qui a été faite aujourd'hui. Et on a parlé de ma campagne électorale, on a parlé des médias alternatifs aussi. Ouais. En fait, c'est un topo sur les médias alternatifs. Exactement. Eux autres qualifient ça de chaîne YouTube d'extrême droite. Oui, exactement. Évidemment, là, toujours dans leur... Chaîne YouTube d'extrême droite. Bon, en fait, là, j'ai quand même découvert... je savais c'était qui, mais là, je l'ai découvert pour vrai. Catherine Perrin, c'est ça son nom? Oui, c'est l'animatrice. Écoutez, elle fait passer Anne-Marie Dussault pour une scientifique de la philo-politique, elle. Et quand Faut même, le faire. Ah oui? Non, mais c'est quelque chose, là... Ben, en fait, ce qui est assez fascinant avec ce qu'elle dit, c'est comme si elle était dans un discours moralisateur. Alors, de un, elle dit, il faut pas écouter ces gens-là. Et, en fait, il faut surtout que... Comment faire? Elle se pose la question, comment faire pour que le peuple n'écoute pas les médias alternatifs parce qu'ils pourraient être influencés? Ben, autrement dit, Ben oui. mais c'est toujours pareil. Mm-hmm. C'est de la censure. Oui, tout à fait. Okay? Et puis du mépris de classe inouï. Hein? Le Le mépris de peuple classe. débile, comment on pourrait faire en sorte que le peuple un peu débile ait Elle pas dit- de elle dit ça contact carrément? avec... Non. Mais tout est sous-entendu tout le long. Ouais. Parce qu'elle dit, on n'est pas pour leur nommer leur nom encore. Oui, faudrait oui. surtout pas que les gens sachent c'est qui. Oui. Comment peut-on faire, monsieur, pour que la population n'ait pas de contact avec ces gens-là? Oui, exactement. Comme c'est ça, là. Non, Fait non. que c'est vraiment le mépris. Aussi, elle insinue qu'on n'a pas beaucoup d'éducation, Oui. qu'on est des opinionnâtres. Oui. Et c'est très particulier Donc parce c'est que... quand même drôle de venant d'une personne qui a étudié en piano, là. Moi, ça nous fait quand même rigoler, à moi Oui. et Alexandre, là. C'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. Et en plus, c'est là où on voit que les journalistes, en tout cas celle-là, ou je ne sais pas si on peut appeler ça journaliste, animatrice en tout cas, croient que son rôle, c'est de rééduquer le peuple. Ouais. C'est pas de l'informer, c'est pas de donner des faits, c'est de le rééduquer pour qu'il pense correctement. C'est ça. Et c'est là où on voit que la mission de Radio-Canada a complètement été trahie. Complètement. Et que c'est devenu un simple organe de propagande pour enfoncer je dans dis le tout le crâne des gens le politiquement correct et qu'on ne remette pas en question le dogme officiel de l'État canadien. Et moi, j'ai répondu sur Twitter. J'ai dit, écoutez, si je suis ridicule, si vous considérez que je suis un bouffon, mais il n'y a pas de problème, madame. Invitez-moi à votre émission à Radio-Canada. Mais t'es bien trop menaçant. On va faire le débat, il n'y a pas de problème. On va faire le débat. On va parler d'immigration massive, de multiculturalisme. Allons-y, démontez mon discours. Mais vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu plus difficile que ce que vous pensez. Donc, ces gens-là sont dans une faiblesse telle qu'ils ne veulent pas faire le débat parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre. Mais moi, je trouve que c'est quand même rassurant de voir que des grands médias comme Radio-Canada se sentent menacés par des micro-médias comme nous. Oui. Émergents, en tout cas. Qui nous font la tribune sans nous faire de la tribune. Oui. Ils ont beaucoup parlé aussi d'André Pitre. On voit que les gens se retournent de plus en plus vers des médias alternatifs pour aller chercher leur information. Ben, comme notamment Radio Mais après avoir écouté cette calomnie, là, parce que c'était vraiment une cochonnerie là, absolue, avec un chercheur de la chaire Raoul Dandurand, financé par Power Corporation, en passant. Spécialiste de rien. Oui, puis surtout qui est... Spécialiste de rien. Non, c'est un historien, mais qui est dans un prisme de gauche militante. C'est un militant de gauche. Oui, donc ses travaux sont probablement à l'image de ça. Là. Chercheur payé par l'État, subventionné par Power Corporation. Oui. Et ce qui est particulier, c'est qu'il disait, vous savez, ce sont des gens qui n'ont jamais de nouvelles. Alors, c'est particulier, c'est-à-dire que c'est comme si implicitement, il disait, si une information ne passe pas
à travers les grandes chaînes de médias, ce n'est pas une nouvelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben, je vais vous en donner des exemples moi, d'informations qu'on n'a jamais eues. Tu sais, il y a eu, par exemple, la fameuse étude de l'Institut Fraser sur l'immigration. Au Québec, on n'en a jamais parlé. Non, 7 milliards le coût. C'est 4 milliards par année pour 4 le milliards Québec seulement, 20 milliards pour le Canada. OK? Et puis bon, le calcul de 4 milliards avait été fait rapidement, mais quand on regarde la proportion ça a été sur une base per capita, mais si on regardait quelle est la proportion d'immigrants que le Québec a reçus, probablement que ce serait encore plus que 4 milliards. OK? Donc, là, c'est une information qui n'est jamais passée au Québec. Oui. Ou des informations qui ne font pas beaucoup de tollé. Hein. Par exemple, Statistique Canada qui nous annonce que d'ici 2036, nous serons moins de 70% de francophones au Québec. Oui. Et ça, c'est des informations. On fait une petite nouvelle, une petite dépêche. Ouais. Hein, il y a 3 lignes et puis on passe à autre chose. Passer muscade. Oui. Voilà. Pour pas faire le jeu de l'extrême droite. Oui, voilà. Ben oui, pour pas faire le jeu des nationalistes québécois. Ouais. C'est ça la réalité. Ben oui, c'est évident. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est absolument essentiel, je sais que tout le monde ici est d'accord, là. Il faut sortir de ce discours-là. Il faut affronter le discours médiatique de plein fouet. Il faut le confronter. Oui, il faut le confronter. Ouais. Hein? Tout à fait. Et puis, il faut... Il faut se renseigner, ouais, il faut être béton, bien documenté. il faut être bien documenté et il faut l'affronter. Et je dis ça aussi aux auditeurs, hein, c'est-à-dire, c'est parce que ça passe beaucoup par Internet. Hein, la preuve, Radio Infocité, ça passe par Internet. Il faut créer des réseaux Internet. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va y avoir une espèce de résistance populaire à travers les médias sociaux. Moi, je crois. Ouais. Ben, moi, j'en suis convaincu. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes et j'aimerais que tu nous résumes en quelques mots le brillant article que tu as mis en ligne sur Vigile aujourd'hui. Oui. Dans lequel tu parles des résultats de Gouin et l'analyse qu'il faut en tirer. Ben, écoute, donc après la campagne, ça m'a permis justement de penser, disons, de voir un peu qu'est-ce qui se passait dans le comté. Et j'ai ressorti en gros 5 points. J'ai trouvé ça très bon, c'est très direct, très concis. Oui. Et puis, vas-y donc. Ben, c'est ce qu'il fallait. Alors, bon, premièrement, on en a un peu parlé tout à l'heure. C'était la question de l'anglicisation. Oui. L'anglicisation de Montréal. C'est le premier facteur. Deuxième facteur? Deuxième facteur, c'est que le multiculturalisme trudeauiste a vraiment pénétré les esprits de la petite bourgeoisie canadienne-française. C'est-à-dire, si maintenant, en tant que souverainiste québécois, on se dit contre le multiculturalisme canadien, qui est quand même l'idéologie officielle du Canada, qui a été pensée, construite et politisée afin de réduire les revendications nationales des Québécois comme de simples revendications communautaires, comme d'autres groupes du Canada anglais. Donc c'est vraiment une politique anti-nationaliste québécoise qui a été mise en place. Si dénoncer ça en tant que souverainiste québécois, c'est devenu tabou, mais ça veut dire que le trudeauisme et le multiculturalisme a pénétré... Écoute, je peux tellement témoigner. En profondeur les discussions avec mes propres enfants là-dessus. Ah ben, je sais. Et puis, ils sont dans la trentaine. Oui, oui. Et puis, alors, c'est clair que... Ça a marché. Ils ont été touchés par ça. Tout à fait. Ben oui. Non, mais écoute, à un point tel... C'est l'idéologie officielle de l'État. C'est normal que ça ouais, mais à un point tel que Gabriel Nadeau-Dubois, qui se définit comme de gauche, défend l'immigration néolibérale. Oui. Ben oui. Non, mais ça va jusque-là. Bien sûr. Fait que par moralité ou par moralisme, on défend une immigration dysfonctionnelle, hein, surtout pour eux. Hein. Mm-hmm. Là, évidemment, éventuellement, avec le temps, on va en souffrir beaucoup, mais en premier lieu, sur les immigrants qui mangent la pégo là-dedans, là, ouais. Ils défendent ça. Bien Ils sûr. défendent un système immigrationniste néolibéral. Oui, oui, comme... Ça vient de faire des leçons de morale après ça. Là. Oui. C'est quand même, oui, tu peux continuer. Non, mais c'est ça, en fait. Multiculturalisme qui pénètre les... Et ben, ça continue dans le même sens. C'est que il y a une attitude de la gauche totalitaire qui fait en sorte qu'on m'a refusé de débattre au seul débat. Hein. Seul débat organisé dans le comté, parce que les prises de position, justement, critiquant l'immigration, critiquant le multiculturalisme, suite, entre guillemets, à la pancarte controversée, faisaient en sorte que des gens qui se disent lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale pratiquent eux-mêmes l'exclusion sociale. Ah oui. Donc, je veux dire, c'est de la folie, là. On est en plein délire.
Et encore une fois, ça prouve quoi? Ça prouve que la logique totalitaire d'une certaine gauche, qui n'a pas fait son mea culpa sur les expériences totalitaires du 20e siècle, alors que la droite nationale, elle, l'a fait. Mais c'est parce qu'elle s'est toujours sentie si vertueuse Voilà. que ça ne pouvait pas... Ce sont des gens qui combattent le mal. Hein. C'est Il ça, ne faut pas oublier exactement, ça. Donc, à partir du moment où... C'est pour ça que j'ai parlé de vertu. Oui, exactement. Non, mais c'est Oui, pour aller puis dans la même ligne que l'ouverture, ce que puis tu le rapport disais. religieux à ça. C'est ça, hein. tout à fait. Oui, ben Oui, oui, oui. Ils sont dans un combat contre le mal, donc tous les moyens sont bons pour combattre le mal. Donc, ils ne sont pas en face d'un adversaire légitime, ils sont en face d'un ennemi à abattre. Le diable. Oui. Oui, exactement. Alors que, bon, nous, on considère à la limite, on peut parler... moi, je ne suis pas pour l'interdiction du Parti communiste du Québec, même si je ne suis pas communiste. Bon, enfin, bref. Ouais. Quatrièmement, bon, ben, on s'est rendu compte que les grands sujets de fond, c'est-à-dire démographie, immigration, le modèle d'intégration, donc assimilation ou multiculturalisme, l'anglicisation ou l'islamisation, sont devenus des sujets tabous. C'est-à-dire, dès qu'on se met à parler des enjeux fondamentaux de la nation québécoise et qu'est-ce qui va se produire, par exemple, dans les années 20, qu'est-ce qui va se produire dans les années 30, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, dès qu'on se met à projeter un peu le réel et à aborder les enjeux profonds du Québec, Ça hurle au racisme. ben oui, ils veulent pas en parler. Ouais. Il y a une espèce de blocage, les gens veulent pas en parler. Mm. Et puis, le dernier point, qui est le point, je dirais, le plus, le plus encourageant, c'est que malgré tout ça, il y a une soif de nationalisme au Québec. Mais oui. Il y a une soif, je dirais, de reconquête de la prise de parole nationaliste. Et je l'ai constaté pourquoi? Parce que moi et mon équipe, on a été contactés par des centaines de personnes. Des centaines. Des centaines de personnes. Ben oui. Évidemment qu'ils résidaient Pas dans Gouin, malheureusement. pas nécessairement dans le comté, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un désir réel de défendre la population québécoise qui se sent abandonnée par une classe politique un peu affadie et écrasée. Ouais. Des centaines, c'est impressionnant, là, mais je veux dire, ça faudrait que ça soit des dizaines de milliers. Oui, mais si on me donnait... Ben ça, c'est ça. Les vues des vidéos qu'on a faites, c'est ça, par exemple. Mais Richard, Ah, ben, Richard, au pour moins ce 75 000. pour ce faire, il faut avoir accès aux médias de masse. Ouais. Et c'est ça le grand truc. Ben, malgré tout, j'ai cru voir à un moment donné de l'un d'entre vous là, que la page Facebook avait dépassé les 200 et quelques mille. Là. 280 000. 280 000. Personnes atteintes. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Oui, ça. c'est un pourcentage de la population Ça commence québécoise. à Oui, être significatif. oui, Oui. tout à fait. Ouais. Alors, Puis la campagne d'Alexandre s'est rendue dans quelques pays, là, notamment la Turquie, l'Allemagne. Ça a fait le tour. Ben oui, ça a j'ai fait vu du ça. bruit. c'est bon. Bon, C'est bon. Alors, écoutez, on vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Point de bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir, à radioinfocité.com. C'est l'édition du mercredi 31 mai et je suis en compagnie de Saint-Tienne Trempe, Philippe Plamondon et Alexandre Cormier-Denis. Eh bien voici, depuis quelque temps, les habitués du cabaret Cochon-Bang ont pu se rendre compte que j'étais un personnage sombre. C'est qu'il m'arrive un grand malheur. Je sortais avec une jeune fille que j'aimais beaucoup. Et dernièrement, elle m'a laissé. Alors ça m'est arrivé si brusquement que j'ai voulu écrire une chanson pour cette jeune fille. Seulement, je n'ai eu le temps que de faire les paroles. Et j'ai emprunté à Monsieur Francis Lemarque ce poème que je lui dédie sur l'air de « Toi, tu ne ressembles à personne ». Chérie, dans la nuit, tu fais peur un peu. Tu n'y peux rien si t'as une gueule de bœuf. Tu sois rouge ou bleu, ça m'importe peu. Que veux-tu, tu ressembles à Pearson. Toi, tu n'y peux rien si tu n'es pas belle. Pearson, lui, au moins, y a le prix Nobel. Premier pour la paix, dernier en français. Toi, là-dessus, tu ressembles à Pearson. Sais-tu que le vrai malheur, ça vient de là. C'est pas que t'as mauvais cœur, on se comprend pas. Si ma paye à moi, ça ne te suffit pas. En plus il me faut subir ton drapeau. Que mon budget bouche 15 millions de bouches. Toi là-dessus, tu ressembles à Pearson. Tu me demandes pourquoi ça va si mal. Des fois tu dis on se croirait à la conférence fiscale. C'est peut-être vrai, mais
Crois-moi, je sais, il n'y a qu'un seul bonheur pour moi, être québécois. Chérie, dans la nuit, tu fais peur un peu, tu n'y peux rien si t'as une gueule de bœuf. Tu sois rouge ou bleu, ça m'importe peu. Que veux-tu, tu ressembles à personne. Toi tu n'y peux rien si tu n'es pas belle. Hier celui au moins, y a le prix Nobel. Premier pour la paix, dernier en français. Toi là-dessus tu ressembles à personne. Premier pour la paix, dernier en français. Toi là-dessus, toi là-dessus, toi là-dessus tu ressembles à personne. Ici Félix Aimé Saint-Louis. Vous êtes actuellement sur radioinfocité.com. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est votre journal du soir avec François Saint-Louis sur radioinfocité.com. Rendez-vous au motel Roberval dans la région du Lac-Saint-Jean. Vous serez les bienvenus au motel Roberval. Visitez le site internet pour obtenir plus d'informations. L'adresse motel-roberval.com ou appelez-les au 1-877-990-9903. Soyez des nôtres lors du premier colloque organisé par le Mouvement républicain du Québec. Vu la situation périlleuse dans laquelle se trouve le Québec actuellement, il devient urgent de se réunir pour faire un front commun aux hommes et aux femmes qui nous dirigent et qui nous mènent vers un désastre socio-politique évident. 10 personnalités partageront leur vision sur l'avenir du peuple québécois. Nous recevrons les conférenciers suivants: Richard Lehir, Daniel Saint-Hilaire, Gilles Noël, Jean-Jacques Nantel, Jérôme Blanchet-Gravel, Stéphane Blais, Alexandre Cormier-Denis, Hans Mercier, André Pitre et l'avocat Claude Laferrière. L'objectif de ce colloque est de rechercher et de trouver un consensus global qui nous rassemblera pour le bien commun et l'intérêt supérieur du Québec. La journée se terminera avec un débat interactif avec les conférenciers. C'est donc un rendez-vous samedi, le 17 juin prochain, au Collège de Maisonneuve à Montréal. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées. « 877-990-9903 pour plus de détails ou pour faire une réservation. Bienvenue à tous au motel Roberval, a bien hâte de vous servir. Et nous sommes de retour. Point de bascule, deuxième heure, édition du 31 mai 2017. Alors, je suis en compagnie de Alexandre Cormier-Denis. Bonsoir. Philippe Plamondon et Saint-Tienne Trempe. Je fais l'inverse du tour de table. Et nous sommes là pour vous parler, nous vous entretenir un petit peu de ce qui se passe en deuxième heure sur la scène internationale. Il s'en passe des vertes et des pas mûres. Ouais. D'abord, ces réunions qui ont eu lieu au cours des derniers jours, c'était la premier voyage à l'étranger de Donald Trump. Et franchement, là, il nous a régalé. Ah, j'ai ri. Hein? So amazing. Il est tellement... Là-dessus, il faut dire... C'est Elvis. Son vocabulaire est assez limité. Hein? Oui, mais... Et culturellement, il est très basic. En tout cas... Efficace, par exemple. Ah, efficace. Pour être efficace, je ne suis pas sûr que c'est efficace. Mais en tout cas, il nous en a donné pour notre change. Elvis est devenu président des États-Unis. De toute manière, Richard, moi, je vais vous dire, là, messieurs, dames, même aux auditeurs, à partir du moment où Donald Trump a été élu président des États-Unis, je savais que je venais de vivre dans le futur. On est dans le futur.
Oui, on est c'est évident. Quand on parle de postmodernité, Ah ouais, c'est là, ça. Là. Ouais, là, on est, on n'est plus dans le présent, on est dans le futur. Non, on est vraiment dans le postmoderne au bout. Demain, ce sera les années 20, les années 2020. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est très surréaliste. Hein? Et donc, on a eu cette visite absolument renversante de Donald Trump à Riyad, en Arabie Saoudite, où il a rencontré tous les dirigeants des pays arabes, y compris même le président de l'Égypte qui est allé puis qui a tenu un discours un peu dissonant. Ouais. Parce que lui, il leur a parlé des vraies affaires. El-Sisi. El-Sisi, oui. Et lui, il est pris avec les frères musulmans. Ben ouais. Et il sait ce que c'est. Ben ouais. Alors, il a quand même... leur a quand même rappelé quelques réalités. Essentiellement, la visite de Trump avait pour but de... C'était une visite de représentation, de représentants de commerce. Là. Oui, bien sûr. Il faisait de la vente. Ouais. Et puis, il fallait qu'il sorte de là avec des gros contrats. Effectivement, il est sorti avec 110 milliards de contrats pour l'année en cours et 350 milliards sur les 10 prochaines années. Donc, d'ailleurs, là-dessus, je ne sais pas si... C'est un voyage payant. Il y a eu la réaction du président iranien qui venait d'être élu. Rourani, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je vas-y, Philippe. Il a juste dit que... Parce qu'ils ont dit... Ils ont demandé, M. Rourani, est-ce que ça vous inquiète que Donald Trump vende pour 200 ou 300 milliards d'armes sur 10 ans? Puis Rourani a dit pas du tout, ça effraie pas personne parce qu'en réalité, Donald Trump est en train de vider les comptes de banque des Saoudiens comme les États-Unis font depuis 40 ans. Puis ils vont continuer de le faire. Puis dans le fond, ils leur vident l'argent. Là. Pour assurer une présence. Et puis ensuite, il y a toujours ça à garder à l'esprit quand les Américains produisent des armes. Ils produisent des armes toujours à un coût 10 fois plus élevé. Exact. Que les Russes et les Chinois. Oui, ils se font entuber. C'est ce qu'il disait. Rourani, ils se font entuber par Trump. Tu sais, ça leur fait plaisir. Tant mieux. Voilà. Alors, mais donc... on note quand même, juste pour... c'est quand même assez... c'est toujours un peu problématique, hein, de dire vouloir lutter... En fait, de dire lutter contre le fondamentalisme islamique, d'une main, et de donner des contrats d'armement à l'Arabie Saoudite de l'autre. Oui. Il y a toujours une espèce de problème fondamental avec moi. Non, les Américains ne sont pas à une contradiction près. Hein. Je suis d'accord, Richard, mais c'est pas parce que c'est pas la première fois qu'ils sont pas à une contradiction près que ça mérite pas d'être relevé. Il y a un problème, selon moi. Alexandre, ça fait longtemps qu'il y a un problème avec le complexe militaro-industriel, c'est ça. Mais c'est plus rendu militaro-industriel, c'est dès 1960, lorsque Eisenhower a quitté le pouvoir, il a mis les Américains en garde contre le... Et lui-même en était issu. Oui. Hein? Puis le commerce suit le drapeau. Là, c'est ça. Alors ensuite... le drapeau suit le commerce. Non, l'État profond américain, on le connaît, puis on sait de quoi il est capable. Mais c'est deux choses. Et finalement, il est capable des pires horreurs. Et il les a commises. On peut dire qu'il est capable des pires horreurs parce qu'il les a commises. Ouais. Okay? Mais il n'empêche que, selon moi, si on veut vraiment être sérieux dans la lutte au fondamentalisme islamique, si on veut vraiment mener un combat, si c'est ça le but, parce que des fois on se pose la question si c'est ça le but des pays occidentaux, mais si c'est le cas, il faudrait revoir largement cette politique d'aide militaire à des régimes qui financent le djihad à l'international, selon moi. Encore une fois, c'est peut-être un vœu pieux. Il faut comprendre ce qu'est le djihad. Ben c'est ça, parce que la politique étrangère, c'est pas le complexe militaro-industriel. Le djihad, il y a deux façons de regarder le djihad. Il y a la façon des musulmans de le regarder et la façon des Américains de le regarder pour s'en servir. Ah, ben oui. OK? Et quand on regarde la façon dont les Américains s'en servent, en fait, c'est pas tellement les Américains comme l'État profond américain et qui a cet objectif d'élimination des frontières. Tu comprends que le djihad est l'instrument parfait pour favoriser l'effondrement des frontières.
Oui, et affaiblir les... c'est lui qui est à l'origine de toute... Et affaiblir les États arabes voilà. stables. Et en déplacer les populations pour faire justement ce fameux grand remplacement dont tu parlais tout à l'heure aussi éloquemment. OK? Alors, c'est ça, là. Il faut comprendre, c'est ça que ça sert. C'est la finalité profonde. Oui, sauf qu'au final, on se retrouve avec des attentats en Europe. Ah oui, mais ça, mon cher ami. Parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même ça, là. C'est quand même des petites filles qui se font exploser par dizaines à Manchester. C'est vrai, et on apprend... Donc, quelques jours plus tard, à cause d'une gaucherie des Américains, on apprend que les Britanniques sont à l'origine, sont même responsables de l'affaire, parce que c'est le terroriste en question, c'est le fils d'un islamiste libyen. D'un islamiste libyen qu'ils ont extradé. Ils l'ont extradé. Militait contre Kadhafi. Non, mais ils s'en sont servis pour déloger Kadhafi. Ben oui, voilà. C'est des militants anti-Kadhafi. Tu sais, non, mais c'est pour la raison pour laquelle les Britanniques étaient si furieux, c'est que ça les met en cause directement. Ben oui. OK? Et ça, c'est une erreur qui a été commise par les services de renseignement américains, qui ont laissé couler l'information pendant que Trump était en visite. D'où d'ailleurs, on ne parle pas souvent de la Libye, là, mais le délire absolu qui s'est produit en Libye à ce moment-là, c'est-à-dire le fait que les Occidentaux aient voulu renverser Kadhafi en pensant y amener stabilité, alors que finalement, on savait très bien qu'une fois le régime parti, ça va être le chaos, la guerre civile et réellement des nettoyages ethniques qui se sont produits et qui se produisent encore en Libye. Mais revenons au voyage de Trump pour y aller étape par étape. Après sa présence en Arabie, il s'est rendu en Israël. Et là, il faut apprécier le jeu absolument machiavélique auquel Trump est en train de se livrer. Parce que pour arriver à se maintenir aux États-Unis, il a fallu qu'il désamorce certaines critiques très fortes qui lui venaient des mouvements néoconservateurs. Ces mouvements néoconservateurs-là sont sionistes. Or, en soutenant comme il le fait, en mettant en vedette son gendre qui est juif, Jared Kushner, en lui donnant un rôle, il se trouve à avoir désamorcé en partie la critique des milieux sionistes. OK? Et même de se les être conciliés en leur faisant des promesses complètement ridicules, comme celle de déménager l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ouais. OK? On voit que cette affaire-là, qu'il annonçait comme une affaire qui allait se régler en 3 coups de cuillère à peau au début de son mandat, n'est toujours pas réglée. Et toucheront pas à ça. Toucheront pas à ça. OK? Parce que c'est poison. Ah ouais, ça serait une rupture quand même assez majeure de la position historique des États-Unis, d'ailleurs. OK, complète. Alors, mais en même temps, on voit le jeu que joue Trump pour arriver à se maintenir en place. En place, en désamorçant l'assaut des sionistes qui sont de mèche avec les néoconservateurs. Oui, mais c'est là aussi où, Richard, on voit toujours que la politique internationale, c'est de la politique domestique. C'est-à-dire que le positionnement à l'international, ce n'est pas tant pour un positionnement réel au niveau de la géostratégie, au niveau géostratégique plutôt, c'est un positionnement à l'interne pour son propre électorat. C'est toujours comme ça. Ça, tu peux dire ça, c'est vrai dans le cas des États-Unis, mais c'est pas vrai dans le cas de la Russie. Non. Mais c'est toujours le cas, je pense, moi, Richard. Non. C'est la même chose pour l'image, par exemple, qu'a Trudeau à l'international. C'est pour créer une rupture avec l'image qu'avait Harper à l'international. Oui. Mais c'est pour l'électorat. C'est pour son propre électorat. On parlera de l'image de Trudeau à l'international quand on arrivera à l'OTAN. D'ailleurs, justement, on y arrive à l'OTAN. Mais en fait, Trudeau, c'est au G7 qu'on va en parler. Alors, la visite suivante qu'a faite M. Trump, ça a été au pape. Au pape. Il est allé voir, il est arrêté en Italie, il est allé voir le pape. C'est ça, le pape François. Et disons que l'accueil a été assez frais. Hein? On regarde les photos là, Oui, mais je sais pas.
Tu sais quoi, Richard? Quoi? Moi, j'ai regardé, j'ai vu des topos télé, Ouais. et le pape riait sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Avec Trump? Puis ils ont montré les Et- mêmes photos déprimées là, avec Trudeau. Comme on dirait que le pape, à certaines heures, je sais pas c'est quoi, là, mais il a l'air comme un peu comme moins souriant. Mais en réalité, la visite de Trump qui a pu... en tout cas, les médias de masse ont essayé de nous spinner que le pape l'aimait pas. Là. Ouais. Ça, oui. Mais sur les images vidéo tournées de leur rencontre, François rit tout le temps. Puis avec raison. Moi aussi, je pense que si je Oui, suis en je face rirais, de moi ce aussi. gars-là, je rirais. Mais ils ont beaucoup rigolé, évidemment. C'est des politiques. Ouais, Pape ouais. François est immigrationniste. Donald Trump prétend l'être moins. Ouais. Je sais pas. Ah, bon. Alors, bon, toujours est-il qu'il y a eu cette petit intermède-là, pontifical. Pontifical. Et puis ensuite, OTAN. Trump s'est rendu à Bruxelles pour rencontrer l'OTAN. Là, ça n'a pas été rigolo. Il leur a quand même dit, hein? Il leur a dit, Payait il leur pas a leur envoyé en part, pleine face puis, ah oui. que les États-Unis consacraient 3,5% de leur budget à la défense, que les pays européens s'étaient engagés à dépenser 2% de leur budget pour la défense, qu'ils dépensaient 1,2 dans le cas des plus mauvais élèves, et il y en avait juste quelques-uns qui étaient... la Grande-Bretagne, la Grèce, et la Grèce parce qu'on le lui impose dans le cadre des programmes Ben oui. de De restructuration. de de l'Union européenne. restructuration. Et il y a l'Estonie également, qui est un bon élève. OK? Alors, rappelle-moi, il faut avoir 2% de son budget De consacrer 2% de leur budget à la défense. à la défense. Alors, la France n'est pas loin de ça, mais les seuls qui dépensent effectivement ça, c'est la Grande-Bretagne, la Grèce, et puis l'Estonie, si ma mémoire est fidèle. Non, mais c'est un peu hypocrite de donner de l'importance à cette politique du 2%. là. Non, mais bien C'est sûr, mais ça, c'est un prétexte. C'est ça. Le prétexte, exactement ça. depuis le début, Trump a décidé d'en découdre avec l'OTAN. Ouais. OK? Et il s'est fait remettre à sa place au début par l'establishment. Et puis là, d'un seul coup, il a décidé qu'il reprenait le contrôle et effectivement, il l'a pris. La déclaration de l'OTAN, là, c'est loin d'être ce que les gens de l'OTAN souhaitaient. Et pire, c'est qu'il est le premier président américain à refuser, depuis la guerre de 1945, là, 39-45, a refusé la formation de l'OTAN en 48, je pense, ou 49. Le premier président a refusé de s'engager envers l'article 5 du pacte de l'OTAN, d'intervenir, c'est le fameux tous pour un, là. L'article mousquetaire. C'est ça, Ouais. un pour tous et tous pour un. Donc, si un pays de l'OTAN est attaqué, les autres pays de l'OTAN vont le défendre. C'est ça, et ça, c'est l'article 5. D'accord. Oui, oui. OK, C'est un peu la raison d'être de l'OTAN. C'est ça. Et c'est Donc, la première fois qu'un président américain, depuis la formation de l'OTAN, et toutes ses rencontres annuelles, ne souscrit pas à l'article 5. Et là, ça veut... Alors, c'est perçu de façon extrêmement négative aux États-Unis même. Bien sûr. Parce que... puis en Allemagne, évidemment. Mais très là, mal. c'est un peu ce qu'il avait annoncé, hein, dans sa campagne Bien sûr, électorale. c'était exact. En fait... C'est la continuité de sa politique. Il est en train d'être, finalement, on l'a vu tergiverser beaucoup, mais finalement, il est en train de faire exactement ce qu'il avait annoncé. Oui, là-dessus, oui, tout à fait. Bon. Alors, et puis en même temps... Est-ce que c'est lié à la Turquie? Attends, je ne sais pas. On va y revenir à la Turquie tout à l'heure, puis on discutera. Parce que la Turquie fait partie de l'OTAN et c'est le Oui, mauvais oui, pays. Oui. Hein. Alors, mais justement, dans sur le site Sputnik aujourd'hui, il y a un article intéressant où on évoque la possibilité d'un retrait prochain de la Turquie de l'OTAN. Mm-hmm. OK? En raison de la décision qui a été prise par le gouvernement américain, principalement, d'armer les Kurdes. D'armer les Kurdes. OK? Or, on sait que si on regarde la carte, là, le Kurdistan, c'est à cheval sur 4 pays. Sur l'Irak, sur la Syrie, L'Iran. et sur l'Iran, et sur la Turquie.
Alors, tu comprends que ça brasse bien du monde. Ouais. Et, ça serait pas la première fois, d'ailleurs, que les Kurdes sont instrumentalisés par les Occidentaux. Hein. non, ça avait été le cas dès les années 90. La promesse de créer un Kurdistan, je pense que ça remonte au 19e siècle avec les Britanniques. Et pour quelle raison? Parce que si vous regardez sur la carte, le Kurdistan, vous allez voir que c'est là où il y a le pétrole. Donc, il faut absolument foutre le bordel dans ce coin-là pour pouvoir... Oui, en même temps, au Proche-Orient, c'est toujours un peu le bordel. Hein. Oui. Ça prend pas grand-chose pour que ça lève. Pas besoin de pétrole nécessairement. Mais disons que là, les Européens et les Américains ont intérêt à entretenir un climat bordélique. Bien sûr. Mais comme je disais, comme on disait, c'est des revendications historiques. Hein. Ça fait longtemps qu'on promet un Kurdistan indépendant aux Kurdes. C'est ça. Et ça permet de faire pression sur les Turcs, ça permet de faire pression sur les Irakiens, ça permet d'emmerder un peu les Iraniens, ça permet de déstabiliser la Syrie. Donc, ça joue une espèce de jeu régional assez connu. Puis il y a un discours occidental un peu tordu aussi. Très pro-kurde. Très pro-kurde, qui essaie de nous faire croire qu'il y a des femmes guerrières libres là-dedans, là. Puis on a déjà vu, en fait, la réalité, là, c'est pas ça du tout. Là. Ouais. C'est soit t'es marié à 14 ans, ou tu peux être célibataire, mais tu vas te battre. Oui. Puis c'est quand même la ségrégation absolue. Il n'y a aucune liberté de rien là-dedans. Non. C'est parce que c'est drôle comment on entend des fois l'espèce de tropicalisation. Les peshmerga, comme en tout cas. C'est parce que ça doit être d'un réactionnaire là, inouï. Oui, puis c'est ça, c'est une manière pour ces femmes-là de sortir du Moyen-Orient. Alors, on en est là pour ce qui est de la visite de Trump. Il y a eu ensuite la visite. Alors, la visite s'est terminée à Bruxelles, effectivement, à l'OTAN, et ça n'a pas été... Mais Merkel, d'ailleurs, a réagi assez fortement. Très fortement. Voilà, ça y est, on est seul. La rupture L'Europe est consommée. Seule. Et ensuite, de retour aux États-Unis, Trump a récidivé avec ses fameux Twitter en disant que l'Allemagne, sur le plan, est un mauvais partenaire commercial, que bad, il répète plusieurs fois dans ses... Oh là là! Et alors là, il sème littéralement le bordel. Rien à voir avec la relation qu'avaient Obama et Merkel. Absolument pas. Non. Alors là, ça promet. Et ça promet d'autant plus que s'il y a une crise économique comme celle qui se prépare et qu'elle se matérialise, alors là, ça va changer bien des choses. Et c'est pas pour rien que les États-Unis adoptent cette position de repli sur eux-mêmes. C'est parce que eux, ils savent ce qui s'en vient. Hein, c'est eux les comment dirais-je, les apprentis sorciers de cette affaire-là. Et il faut qu'ils se préparent et qu'ils préparent l'économie américaine pour être capables de tirer les marrons du feu, malgré ce revers qui va toucher tous les pays, y compris le leur. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, les Américains et Trump, c'est d'essayer de se ménager la meilleure sortie possible. En Syrie? Non, dans la crise économique. Ah mondiale. Oui, d'accord. OK. Alors, pour la Syrie, ça, c'est autre chose. Oui, parce que là... On va y venir. Ouais. Alors, on a parlé de la Turquie, là. Ouais. Et comme je il y a une base militaire. Ben oui, une Incirlik. Il y a une base dans le dispositif de l'OTAN. La Turquie, joue un rôle très important depuis les tout débuts de l'OTAN. Bien sûr. OK, depuis 1948 ou 1949. Alors, rappelons quand même aux auditeurs, on peut faire un petit rappel historique, là. L'OTAN est créée, évidemment, suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. Dans un contexte de guerre froide, pour protéger l'Europe du péril bolchevique. Ouais. Et il y a eu la même chose du côté soviétique, c'est-à-dire le pacte de Varsovie, où c'était les pays satellites de l'URSS, et l'URSS, évidemment, qui se protégeaient contre l'invasion possible des pays impérialistes capitalistes. C'est ça. Et je me souviens, moi, d'avoir vu des cartes, parce que j'ai toujours été un grand amateur de cartes géographiques, où on voyait... Moi aussi, j'ai un peu cette fascination. On voyait là, les bases de l'OTAN en Allemagne et on voyait le nombre de divisions alignées dans chaque... C'était assez impressionnant.
Et donc, il y a eu une désescalade, finalement, importante qui s'est produite par la suite. Évidemment, avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1990, ce mouvement-là s'est accéléré. Mais, à l'heure actuelle, on est en train de vouloir reconstituer. Sauf que... reconstituer l'OTAN, c'est pas certain que ça va être si facile que ça, compte tenu de la nouvelle posture des États-Unis, qui faut le souligner, du président Trump, à tout le moins, si ce n'est pas celle des États-Unis, mais sa position à lui est très anti-OTAN. Et je vois mal comment l'OTAN va pouvoir se reconstituer une force suffisante pour tenir tête ou pour essayer même d'envahir la Russie avec un climat comme celui que Trump est en train d'installer. D'ailleurs, ça doit être les pays de l'Est qui doivent être le plus affectés par ces changements de cap du niveau américain, parce qu'il y a quand même des gens extrêmement angoissés par la Russie en Europe de l'Est. Ben oui, puis surtout, c'est parce qu'il faut comprendre que ces gens-là... ont subi la botte. Non, écoute, c'est bien plus basic que ça. Là. OK, il faut comprendre. Subir la botte, là, ça, c'est de la rhétorique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens... de la rhétorique, je sais pas, non, Richard. écoute, la Pologne a quand même connu l'impérialisme russe pendant des siècles. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des élites qui sont compromises avec les Américains. Ah ben, entre autres, évidemment, ça c'est sûr. Et ces élites-là, à l'heure actuelle, qui sont compromises avec les Américains, qui se sont installées à la place des dirigeants communistes lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que les divers pays satellites se sont détachés ces élites-là ont été, si tu veux, placées littéralement dans un vacuum par les Américains, et d'un seul coup de voir que le soutien américain pourrait leur être enlevé, là c'est la panique pour eux. Là, il y a des ralignements qui sont en train de se faire. Oui. Mais tu sais, dans les petits pays baltes, là, Estonie, Lettonie, Lituanie, des petits pays traumatisés par la question de l'impérialisme russe et soviétique, c'est pas juste une question d'élite. C'est-à-dire que la population elle-même a un ressentiment extrêmement fort envers les Russes, et le fait que les États-Unis veulent se désengager de l'OTAN, ça crée de réelles angoisses. C'est très menaçant pour eux. Ah ben c'est très menaçant pour eux. C'est pour ça qu'on peut comprendre... Mais en même temps, tu comprends qu'ils sont placés dans une situation qui est maintenant très délicate. Oh, bien sûr. Parce qu'ils se sont tellement identifiés aux États-Unis qu'ils sont perçus comme hostiles par la Russie, et que les réalités de la vie vont peut-être les obliger à devoir chercher des accommodements avec la Russie. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser aussi, Richard, on n'a pas parlé la semaine dernière, Duterte, le président des Philippines, qui est allé rencontrer Vladimir Poutine il y a à peine 10 jours. En fait, 3 jours avant la semaine dernière, on a oublié d'en parler. Ils ont conclu un petit traité parce que les séparatistes musulmans aux Philippines se sont alliés à l'État islamique. Puis donc, les Philippines, qui est un partenaire absolu des États-Unis depuis la guerre... Oui, mais quel rapport fais-tu avec l'Europe de l'Est? En ce moment, non, mais c'est le rapport avec l'Europe de l'Est, c'est que les Philippines sont en train de s'aligner sur Vladimir Poutine. Je fais juste c'est quand même extraordinaire. Parce que c'est un protectorat américain, Philippines. Oui, tout à fait. C'est en train de devenir un protectorat russe. Parce que le problème, c'est l'État islamique. Et que donc, qui est jugé sérieux pour combattre l'État islamique? C'est certainement pas les États-Unis. Non. On est d'accord. Au contraire. Exact. C'est M. Poutine. D'ailleurs, même, je veux dire, si les Américains sont et il faut reconnaître qu'ils le sont, machiavéliques, il faut comprendre, que c'est probablement même eux qui sont en partie responsables de la présence de l'État islamique aux Philippines. Ah ben ça peut-être, oui. Ça c'est possible. Oui, c'est très possible. Mais puis Poutine est prêt avec la Tchétchénie. Les Chinois sont pris avec une grande minorité musulmane aussi. C'est pour ça qu'ils ont été extrêmement autoritaires dans le Ouïghour. Ils ont interdit le niqab en disant vos costumes. Le ramadan, tout ça. Et la barbe. Ils ont dit les costumes traditionnels ouïghours sont pleins de couleurs, sont magnifiques, alors vous allez les garder. Puis on va interdire tout ce qui vient du salafisme d'Arabie Saoudite.
saoudiens, pardon, tout ce qui est wahhabite d'Arabie Saoudite, et on va interdire ça. Alors, on voit très bien que même pour les Chinois, évidemment, les chiffres en Chine sont démesurés. Là. Dès qu'on parle d'une minorité de 1%, ça veut dire des millions de personnes. Ils sont pris avec ce problème-là. Ils ont coupé ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf non plus. Hein. C'est-à-dire que l'islam politique, c'est géopolitique. Ça existe. Ça existe. Et le fait qu'il se développe, ça permet la déstabilisation de certains pays, comme la Chine, qui a une grosse minorité musulmane, et comme tu parles de la Chine, mais la Russie, qui a une immense minorité on était musulmane. en train de parler de l'Europe. Il y a un pays européen qui est complètement déstabilisé, c'est la Suède. Exactement. Ben oui. Hein? Tout à fait. La Suède est le premier à s'être ouvert à l'immigration à grande échelle. Et la situation là-bas, c'est catastrophique. Ouais. Catastrophique. C'est un désastre. Ils ont perdu... Capitale du viol européen. C'est ça, ils ont perdu le contrôle sur certaines zones. D'ailleurs, les sophistiqués de Radio-Canada qui parlaient de nous, ils disaient que, justement, donner l'exemple de la Suède comme étant la capitale du viol faisait partie d'un délire d'extrême droite mensonger. Mais en fait, non, oui, c'est ça. Il disait même pas ça. C'est comme si il disait parler de ça, c'est problématique. C'est ça. Mais ils viennent pas dire que c'est faux. Ouais. Ils viennent juste dire, parler de la Suède comme un contre-modèle, ça fait de vous un populiste. Mais ils n'ont aucun argument pour dire que c'est faux. Parce qu'il n'y en a pas d'argument pour dire que c'est faux. Bref, en tout cas, parenthèse. Bon, parenthèse. Alors, on a parlé de la situation en Europe. On va parler un petit peu de la situation en Syrie, parce que sur le terrain, ça évolue énormément à l'heure actuelle. Oui, c'est quand même... aujourd'hui, ce matin, les Russes ont annoncé le lancement de 4 missiles à partir de la Méditerranée. 2 à partir d'un croiseur lance-missile et 2 à partir d'un sous-marin qui est immergé. Okay, donc, des missiles calibre d'une précision absolument phénoménale et qui ont atteint leur cible, à comparer avec les 36 missiles ou 60 missiles lancés par les Américains il y a quelques jours, dont seulement 29 se sont rendus à la cible et encore, ils sont passés à côté. Peut-être volontairement. Hein. Oui, on ne sait pas. Bon. Toujours est-il que sur le plan de la performance, là, les Russes là, sont en train de démontrer leur savoir-faire. Ces missiles-là étaient destinés à une colonne de l'armée islamique, de l'EI, là. Oui, Dawla Islami. C'est ça. Et qui avait quitté Raqqa et qui partait en direction de Palmyre. OK, alors là, complètement détruite la colonne. Il y avait plusieurs des équipements assez poussés. Lourds. Oui, avec des camionnettes équipées de mitrailleuses lourdes, là, d'obusiers finalement. Alors, c'est spectaculaire. Ensuite, les Russes ont clairement laissé savoir que là, ils envoyaient des troupes terrestres et qu'ils allaient reprendre contrôle complet du territoire syrien, ce qui veut dire que les zones qui sont occupées par les États-Unis aux frontières sont désormais menacés. Les Américains, ils vont comprendre le message assez vite, là. Alors, si la Syrie parvient à rétablir le contrôle de son territoire et puis de ses frontières, la donne change considérablement. Et ça a l'air d'être parti pour ça. Les Russes ont l'air d'être prêts à aller jusque-là. Et il y a des gens que ça dérange beaucoup, Israël au premier chef, parce que, évidemment, Israël occupe le Golan. Les fameuses hauteurs du Golan qui, dans le fond, appartiennent à la Syrie. C'est une position qu'ils ont conquise en 67. à la faveur de la guerre des 6 jours en 1967. Et évidemment, quand on va sur le terrain puis qu'on voit comment ça fonctionne, on comprend les Israéliens de ne pas vouloir lâcher le Golan. Simplement sur le plan géostratégique, on le comprend. Évidemment, lorsqu'on apprend maintenant par la suite qu'il y a du pétrole dans le Golan, là, ça devient une autre paire de manches. Il y a aussi la Turquie, hein, qui est quand même grandement, je dirais,
grandement déstabilisé un peu par ce qui se passe, hein, parce qu'on sait que Erdogan, il y a quelques années, était farouchement opposé à Bachar el-Assad. Ouais. Et qu'il semble un peu louvoyer maintenant dans cette diplomatie. On ne sait plus trop de quel côté non, mais là, penche. lui, c'est pas compliqué. Hein. Il a subi d'ailleurs une tentative de coup d'État, hein, en passant. Non, lui, il n'a pas le choix. Là. Sur le plan économique, là, l'avenir de la Turquie est lié à la Russie et à l'Eurasie. Ben ouais. Alors, c'est pas compliqué. Ses choix viennent de se réduire substantiellement. Et c'est ce qui explique qu'il est en train de se détacher de l'OTAN. L'économie turque de 1987, par exemple, au moment où la Turquie avait d'abord voulu devenir un pays membre de l'Union européenne, a complètement changé. Le profil de l'économie turque a complètement changé. Et aujourd'hui, la logique économique de la participation de la Turquie à l'Europe n'est plus là. Non, et puis... c'est-à-dire que oui puis non. C'est-à-dire que c'est rendu un deal à sens unique. Là. Erdogan veut des visas pour sa population. Oui, mais c'est parce que sinon, il ouvre les valves. C'est ça qu'il a dit. Ouais, il y a 5 millions, il y a 5 millions de réfugiés dans son pays. C'est ça, c'est pas sa population à lui. Ben oui. Lui, ce qu'il veut, c'est que sa population à lui ait accès à Schengen. C'est ça qu'il négocie. Ben oui. Puis avec menace d'ouvrir les valves de migrants si eux disent non. On y a déjà dit non. C'est pas si bas, c'est pas si clair que ça. Non, Merkel, il a dit carrément. Ben, Jean-Claude Juncker a pas dit ça. Il a dit que c'était pour parler. Ouais, mais c'est pour essayer de l'amadouer. Il donne des milliards par année pour faire la rétention de migrants, ces gens-là. Ouais. Donc, la population européenne paye des milliards par année pour faire la rétention de migrants. Ça n'est pas assez pour compenser, par exemple, les pertes que l'économie turque a subies du fait de l'interdiction des exportations vers la Russie. Ah, ben oui, mais c'est ça. C'est ça, là. Okay, ça. Mais c'est pas le rapport de force avec l'Europe, ça. Mais ben non, mais je te dis que ça compte dans la balance, là. À l'heure actuelle, Erdogan, il doit faire des choix. OK? Oui, Et à l'heure actuelle, les choix l'orientent davantage vers la Russie et l'Eurasie que vers l'Europe. Oui, en même temps, c'est pas l'allié traditionnel de la Turquie, hein, la Russie. Ouf, non. C'est plutôt le rival traditionnel de la Turquie. De la Turquie, de la Russie. Parce que, techniquement, c'est d'ailleurs pour ça que la Turquie a rejoint l'OTAN. Oui, mais il faut regarder à quand remontez-vous dans le temps, là? Ah, ben, très longtemps. Ben, comme par exemple? Ben, comme au 19e siècle, c'était déjà ça. Ouais. La Première Guerre mondiale, c'était contre notamment l'influence russe au Proche-Orient. Oui, les Turcs ont toujours été extrêmement traumatisés par l'influence... Mais avant ça, les relations étaient plutôt bonnes. L'influence... Oui, ben en tout cas, ça fait 2 siècles que c'est pas le cas. Hein. Ouais. Ça fait 2 siècles que c'est pas le cas. Ça. Mais je veux dire, de toute manière, Erdogan est un président qui est totalement en train de changer la Turquie en elle-même. C'est-à-dire que de république plutôt laïque, plutôt occidentalisée, on est en train de tomber dans une espèce de régime islamo-conservateur. Il a tourné la Turquie vers l'Orient beaucoup plus que vers... Tout à fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un changement assez majeur qui se passe. En plus, il y a quand même une donnée, je pense qu'il faut dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'année passée, je pense, il y a eu une tentative de coup d'État en Turquie. Hein? Oui. Et on s'est demandé si c'était vrai. On s'est demandé si c'était vrai, on s'est demandé si c'était pas du théâtre, on s'est demandé si c'était pas les Américains qui étaient derrière ça. Les politologues qui ne croyaient pas du tout, en passant. Là. Non, ils pensent que c'était un peu du théâtre. Oh, complètement. Ouais. Et puis c'était pour théâtre pour faire une purge. Pour nettoyer le régime à l'interne. C'est fort probable. Hein? Bon. Tout ça est fort probable. En tout cas, il y a plusieurs thèses là-dessus. Moi, j'en ai lu d'autres. Oui, bien sûr. Là-dessus, donc... on quitte le cas de la Turquie, on a parlé de la Syrie. D'ailleurs, pour continuer sur le thème de la Russie, il y a M. Poutine qui s'est rendu à Versailles. En grande pompe. Ouais. Serrer la main. Pas grand-chose, finalement. Serrer la main. Ben du symbole, pas beaucoup de politique. Oui. Non, c'est ça, exactement. Pour serrer la main. C'est le bilan qu'on doit faire. Ouais. Et en fait, on doit même s'interroger sur... le sens de son voyage. Le sens de son voyage. Ouais. Parce que, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est trouvé à cautionner Macron.
OK, de lui reconnaître une importance que Macron n'avait pas encore méritée. OK? Et évidemment, bon, il est reçu à Versailles. C'est déjà bien, c'est beau Versailles, mais c'est pas l'Élysée. L'Élysée, c'est la France. Versailles, c'est les rois de France. Oui. Autrement dit, c'est l'Ancien Régime. OK? Et donc, bon, on a parlé d'histoire, on a beaucoup parlé d'histoire, mais du présent, très peu. Et dans le fond, les problèmes, ils se posent dans le présent. Et en fait, Macron en a profité pour compter des points cheap contre Poutine. Et puis Poutine a été il a laissé passer. Oui. Mais je suis certain que les gens à Moscou, là, ils ont dû Ben, en tout cas, RT ont répondu assez sérieusement là, aux parce que calomnies de Macron qui a dit que Russia Today était un organe de propagande qui avait essayé d'interférer dans la campagne électorale française. Mais en fait, c'est caricatural à un point complètement délirant. Quand tu parles de RT, tu parles de Russia Today. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une chaîne en Europe qui s'appelle RT. Ah non, c'était Russia Today. OK, non, pas... non, c'est Arte. RT, oui, ça Oui, représente ça. RT. Non, mais il y en a une autre qui s'appelle RT aussi. Macron qui accuse les médias russes d'intervenir quand Emmanuel Macron a eu 2000 couvertures de journaux en l'espace de 3 mois, qui était probablement le candidat français le plus supporté par les médias qu'on n'a jamais vu de la Ve République. Franchement, il fait pitié. Pauvre Macron. Il y a eu 2 journaux contre tellement lui. négligé par les médias, Macron. Ouais. Oh, On a parlé de l'Europe tout à l'heure, et puis on a oublié de mentionner, faut dire que c'est tellement évident qu'on l'a oublié, tellement... mais c'est la performance de Justin Pioui. Comme je l'appelle. Au sommet de l'OTAN. Au sommet de l'OTAN. Ah, oui. Alors qu'il s'est retrouvé complètement à l'écart du groupe. Non, mais il montrait ses chaussettes. Oui. T'as vu ça? Il montrait ses chaussettes. Ouais, t'as pas vu ces photos-là? Non. Il montrait ses chaussettes à Merkel parce qu'il avait des chaussettes de couleurs différentes. Ouais. Aïe aïe. Ouais. Non, c'était 12 sur 10. Ah oui. C'était bravo Trudeau. Alors, toujours est-il que Trudeau était complètement à l'écart du groupe, et puis il essayait de s'approcher, puis personne ne lui ouvrait la place. D'ailleurs, en parlant de Trudeau, je l'ai fait moi-même, et je dois dire que je suis un peu surpris de la tournure des événements, mais j'ai souvent comparé Emmanuel Macron, donc l'actuel président français, à Justin Trudeau. Or, il s'avère que Macron est un homme beaucoup plus intelligent, beaucoup plus structuré que M. Trudeau. Oui. Et il a un peu... Macron il a surtout une éducation infiniment supérieure. Infiniment supérieure. Exact. Sans commune mesure. Et des compétences aussi, carrément. Mais tout ça pour vous dire que finalement, son espèce de spectacle à Macron, c'était justement ça. Hein? C'était un spectacle. Il s'est présenté comme une espèce de produit marketing. Il avait des éléments de langage que des compagnies de com lui disaient de répéter. Et finalement, une fois qu'il est au pouvoir, il s'avère être beaucoup plus intelligent que ce qu'il démontrait en campagne électorale. Ce qui prouve que, limite, pour être élu, il est préférable de paraître con, niais et gentil plutôt que d'être un politicien beaucoup plus intelligent que ce qu'il était. Ouais. Donc, c'est assez fascinant. On remarque qu'il est en train de casser la droite française, qu'il a complètement fait exploser le Parti socialiste, et il a même essayé de briser le Front national en deux en ne présentant pas de candidat devant Florian Philippot, le numéro 2 du Front national, afin de créer une scission à l'intérieur du Front national. Évidemment, il y aura tout de même un candidat en faveur de Macron face à Florian Philippot, parce que la base du mouvement En Marche était trop en colère. Donc, ils vont finir par en présenter un. Ils vont en présenter un. Oui, parce que la base locale du mouvement était trop en colère et voulait présenter quelqu'un. Devant Philippot. Donc, mais comme de toute façon, il ne jouira pas du soutien du parti et qui va compter uniquement sur le plan local, sur les ressources locales. Finalement, Philippot, à moins de rater son coup royalement, là, il va être élu. Il paraît que c'est pas si évident que ça. Hein? Non, c'est difficile. Ah oui? Ouais, c'est pas si évident que ça. En triangulaire, c'est difficile. Ouais.
Ouais. On verra, parce qu'il va y avoir des Deuxième tour, ça va être ajustements. tough. Ouais. Bon. Mais tout ça pour vous dire quand même que je suis assez étonné par le degré de machiavélisme de Macron, qui d'ailleurs a compris quelque chose, c'est que les Français ont beaucoup eu de mal avec la présidence de Hollande, qui se voulait un président ordinaire, face à l'hyper-président qui était Nicolas Sarkozy, une espèce de président très médiatisé, qui portait des Rolex, qui était un peu vulgaire. Bling bling. Bling bling, oui, voilà, on avait avec le président bling bling. Et François Hollande voulait faire le président un peu normal, voilà, homme du peuple, et ça n'a pas du tout plu aux Français, hein, c'est-à-dire qu'il a une image vraiment extrêmement terne, et Macron a compris que les Français demandaient, il y avait une demande d'autorité en France, et il essaye d'incarner, et peut-être que ça va marcher, il essaye d'incarner une figure réellement présidentielle au-dessus de la mêlée, et peut-être une figure solaire, hein, parce qu'on se rappelle que la 5e République française a été créée par De Gaulle, et que De Gaulle est au fond un monarchiste non avoué. Et donc, la 5e République est un peu une espèce de monarchie présidentielle. Et Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'il nous disait en campagne, hein, que la France, il n'y avait pas de culture française, il y avait des cultures en France, qu'il n'avait jamais vu d'art français, a plutôt bien compris la psychologie politique des Français et réussi, en tout cas relativement, depuis qu'il est président, à incarner cette espèce de présence-là. Maintenant, évidemment, sur le plan politique, qu'est-ce que ça va donner pour les législatives, pour les prochaines années, ça c'est autre chose. Mais tout ça pour dire que pour le peu de temps où il est là, je suis surpris de son intelligence. C'est-à-dire qu'il a réussi, dans mon cas, à me bluffer. Je pensais qu'il était aussi con qu'il disait qu'il l'était, et il se révèle être beaucoup plus intelligent. Oui. Ben, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Ouais, sur le plan politique, c'est autre chose. Ouais, mais ne serait-ce qu'au niveau de la représentation. On va voir d'abord les résultats des législatives. Hein. Ouais, ça va être finalement déterminant. Mais on annonce une majorité pour Macron. Oui, même absolu. Oui, mais ça, c'est les médias. Là. Oui, je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord. C'est de la fabrication. Oui, mais en tout cas, pour les présidentielles, ils ne sont pas trop trompés, les sondeurs. Non, mais ils l'ont fabriqué. Oui, je suis d'accord. Tu sais, tu viens toi-même de l'expliquer comment. Bien sûr. Bon. Mais ça marche. Ben oui. Ben oui. Alors, est-ce que ça va aller plus loin? On verra. On verra. Tout à fait. OK. J'ai peine à croire que sur le plan local, parce qu'il faut quand même être conscient d'une chose, là. Le nouveau parti République en marche, là, il reste que il n'a pas de structure, il n'a pas de... il est constitué de briques et de broc, là. Oui, mais il y a ce qu'on appelle le dégagisme en France. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'en finir avec l'ancienne classe politique et avec peut-être toute la manipulation et le mensonge qui entoure la candidature d'Emmanuel Macron, parce que finalement, c'est une récupération politique du Parti socialiste. Ouais. Il n'empêche qu'il y a une image de renouveau qui vient avec son parti politique et que ça correspond peut-être à l'esprit politique actuel des Français. On peut s'en désoler, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de Macron à incarner ça. Personnellement. On verra, hein. On verra. Évidemment, moi, je pense que malgré tout, le Front National risque de faire un très bon score. Ouais. On remarque d'ailleurs que le Front National revient sur sa marque Front National. Hein, c'est-à-dire que dans une scène politique extrêmement mouvante, les candidats aux législatives ne font pas que s'associer à Marine Le Pen, mais reprennent carrément le nom Front National, hein, qui est une espèce de marque déposée, qui incarne quelque chose au niveau de l'électorat. Ouais. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a plusieurs endroits où effectivement, le Front National pourrait percer. Petite parenthèse, on a eu ici, au micro... Lou Vialet, oui. Oui, de Point de Bascule, M. Lou Vialet. Comment il se débrouille-t-il? Qui se présente donc dans le Doubs, dans la 3e circonscription du Doubs, donc dans l'est de la France. Ouais. Et il mène une campagne. Je lui ai parlé récemment. Il me dit que tout va très bien. Il a plein de militants extrêmement motivés. Par contre, il me dit que la situation de la région est assez catastrophique. Ah oui, complètement. Et au niveau économique et au niveau des tensions sociales. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de Turcs dans ce coin-là. Oui, et des filles qui se font agresser la nuit au centre-ville. Beaucoup de tensions. Enfin bref, c'est pas très la joie. Hein. Non. Donc, mais pour ce qui est de l'accueil qu'il reçoit, elle me dit que c'est très très bien. Alors on lui souhaite le meilleur des chances. Il y a des choses qui se passent en France. Ouais.
Il y a des choses qui se passent, à part ça, en Chine, évidemment. En Corée, il y a la fameuse Corée, là. Et notre ami Kim Jong-un, parce qu'on ne doit pas dire un, on doit dire on. Ah, d'accord. Bon, Tu as fait tes recherches. j'ai pas tassé. D'accord. Et Le troisième du nom, hein, c'est le petit-fils. il y a eu Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. On. D'accord. Alors, Qu'est-ce donc, qui se passe là? J'ai pas eu le temps de suivre. alors là, Moi, genre, tu m'as dit qu'il y a eu ils ont testé des missiles. des missiles. Encore. Et alors là, ça a été un peu critique parce que il y a un missile qui est tombé dans la mer du Japon, dans la zone commerciale de l'espace maritime japonais. Alors là, les Japonais sont pas contents du tout. Et évidemment, menacent des représailles. Ça va mal quand t'as pas d'armée. Alors, tu comptes sur celle des ça États-Unis. par les Américains. Oui. Ok. Depuis 1945. Oui, mais en même temps, les Américains puis les Japonais sont en froid à l'heure actuelle à cause d'une base importante, là, et puis que les Américains prennent pour un peu pour acquise, et alors que les Japonais considèrent que c'est de l'espace qui leur est concédé temporairement. Alors là, il y a de la tension entre les États-Unis et le Japon à cause de cette base-là. Et puis... Tout ça relève un peu du théâtre, hein, Richard. Je sais qu'on a déjà parlé de la Corée du Nord, là, mais c'est difficile de vraiment savoir qu'est-ce qui se passe là, parce qu'on a l'impression que finalement la Corée du Nord est protégée en gros par la Chine, et que ça révèle, c'est un peu une espèce de moyen de pression, c'est une espèce de joker pour la Chine, pour faire pression sur des rivaux régionaux, que sont la Corée du Sud, le Japon, et évidemment, pour faire pression sur les États-Unis. Mais même les États-Unis, tu sais, s'il fallait que, par exemple, les Américains décident de frapper la Corée du Nord, la première ville qui serait touchée, ça serait Séoul. Ben oui. Il faut, tu sais, la situation, là, encore une fois, il faut regarder la carte. C'est pour ça que c'est difficile de penser que ça va arriver. Et c'est pour ça que c'est difficile de penser que ça va arriver. Ouais. OK? Et ça serait des millions de Coréens qui passeraient à la casserole. Là. Ben oui. Alors, ça paraît peu vraisemblable. Parlant de millions qui parlent à la casserole, juste avant qu'on quitte, je voulais juste nous rappeler que les islamistes ont massacré encore des chrétiens en Égypte. La semaine dernière. Oui, on l'a vu. Quelques jours. Hein, fait que, on l'a tous vu, puis c'est épouvantable. C'est le génocide des chrétiens d'Orient. Ça peut pas être pire. En fait, l'Irak, c'est pire que l'Égypte. La Syrie. La Syrie, c'est un désastre. Avec l'État islamique. Il y a un phénomène de fond qu'il faut comprendre. Alexandre et moi, on a des amis coptes en Égypte. C'est pour ça que j'en parle. D'accord. Parce que c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mouvement de fond. C'est-à-dire que pendant qu'il y a une déchristianisation extrêmement violente au Proche-Orient, extrêmement violente, on parle de gens massacrés, de gens torturés, de gens persécutés à cause de leur foi. Pendant qu'il y a une déchristianisation radicale et violente au Proche-Orient, il y a une islamisation rampante de l'Occident. Exactement. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et franchement, je veux dire, pour quiconque suit un peu la politique et les mouvements de fond, il faut quand même garder ça à l'esprit, parce qu'il y a de graves changements démographiques qui sont en train de se passer, notamment la déchristianisation du Proche-Orient, qui sont, écoutez, les premières communautés chrétiennes viennent de là, hein? C'est-à-dire le christianisme au Proche-Orient, c'est pas quelque chose d'imposé par l'Occident dans un délire colonial. Les chrétiens d'Orient, ce sont les premiers chrétiens qui ont jamais existé, hein? Les Arméniens, les Coptes, les Assyriens, toutes ces communautés-là sont là depuis 2000 ans. Et donc, le fait qu'elles soient... Hein, pardon? L'Éthiopie aussi. Ouais, l'Éthiopie, même chose. Le fait qu'elle soit nettoyée, qui est réellement une espèce d'ethnocide généralisé, c'est catastrophique. Et on n'entend pas parler. On n'entend pas parler. Non. Du tout. Et ce qui est fascinant, c'est que parallèlement à ça, les églises se ferment en Occident et sont transformées en mosquées. Hein. On l'a vu, Birmingham, c'est des villes où les quartiers sont
majoritairement islamisée. Dans un pays où on applique la charia, hein, l'Angleterre. Dans un pays où il y a des tribunaux chariatiques. On voit en France où il y a des quartiers où les femmes se font agresser parce qu'elles sont dans la rue par des populations Vu qu'on parle de ça, là, laissez-moi quand même vous parler un petit peu de ce qui se passe en Angleterre à l'heure actuelle. Là. Vous avez raison de souligner. Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre quels effets ça a sur comment dirais-je, le tissu. C'est catastrophique. Le tissu de cet État-là, du Royaume-Uni. Là. Et c'est catastrophique. Ah ouais. L'Angleterre, à l'heure actuelle, est en perte d'influence incroyable. On apprend aujourd'hui que Madame May n'est pas du tout certaine d'obtenir une majorité aux élections prochainement. Qu'il semble bien qu'on s'en aille vers un gouvernement minoritaire. Et tout ça dans le contexte de la négociation du Brexit avec l'Europe. Et aujourd'hui, on apprend que les conditions fixées par l'Europe, là, ça va jusqu'au dernier dixième, hein, et qu'on impose, à l'Angleterre là, des conditions draconiennes pour la pénaliser de vouloir sortir de l'Union européenne, au point que fort probablement, il n'y en aura pas de négociation. Les Anglais vont dire... Bon, mais en même temps, il faut comprendre ce qu'une décision pareille aurait comme conséquence sur le plan des relations interétatiques. Et ça serait catastrophique, là. Je veux dire, qu'est-ce qui serait catastrophique? Que l'Angleterre ne veuille pas négocier, que la Grande-Bretagne ne veuille pas négocier et sortent comme ça. Ouais. Et en même temps, on voit, là, finalement, la non-négociation aurait des effets désastreux sur l'Europe. Okay? Il faut se poser des questions du côté de l'Union européenne. Ben oui, parce que du côté de l'Union européenne, là, il y a des tas d'activités qui cesseraient de pouvoir être financées à cause du retrait de la Grande-Bretagne. De la Grande-Bretagne. Et c'est catastrophique là, pour l'Europe. Alors, il y a une décomposition qui est en train de se produire. Tout le monde s'imagine là, que tout est rose, tout est bien, mais c'est pas vrai. Là, la situation est plus dramatique qu'elle ne l'a jamais été. C'est fou, hein, parce qu'à partir des années 90 et l'effondrement du mur de Berlin, on pensait arriver vers une espèce de monde libéral, démocratique. La démocratie allait se répandre et on allait connaître une espèce d'ère de paix généralisée pendant des siècles. Vu que le fléau communiste était effondré. La fin de l'histoire, disait... Fukuyama, exactement, la fin de l'histoire. Et finalement, on se retrouve devant un monde qui est encore plus chaotique, où les alliances sont encore plus difficiles à cerner. On parlait de la Turquie tout à l'heure, qui renégocie ses alliances, on ne sait plus de quel côté elle est. Le Brexit qui sort de... La Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne. Les États-Unis qui sont pris entre une volonté impérialiste et une espèce d'isolationnisme. La Russie qui prend de l'expansion au niveau mondial. L'Europe de l'Est. Écoutez, même nous, on n'en parle pas, mais il y a quand même une guerre civile en Ukraine. Ben oui. Aux frontières de l'Europe, il y a une guerre civile. Alors que, je veux dire, oui, dans les années 90, il y a eu Sarajevo et l'éclatement de Yougoslavie, mais on ne pensait pas jamais revoir une guerre en Europe. Or, c'est encore le cas. Ce qui prouve que l'histoire n'est pas finie, hein, et que le conflit est au centre de la vie des hommes, et qu'on est très loin d'avoir une espèce de fin de l'histoire, justement, douce et Alors, écoutez, cet été, on vous prévient tout de suite, on va prendre une pause. Non. Oui. Oui. Je l'apprends en même temps que vous, chers auditeurs. Et ça va être sans doute après le 24 juin. D'accord. OK. Et, mais il va se passer des choses cet été. Et je vous mets tout de suite en alerte là, pour suivre comme il faut ce qui va se passer aux États-Unis. Il y a des grands mouvements qui sont prévus pour le mois de juillet aux États-Unis. Et on risque d'avoir un été très chaud aux États-Unis. Puis ici aussi, là, à en croire la chanteuse jazz Catherine Dorion, Option nationale, va fusionner avec Québec solidaire. Ouais. C'est ce qu'on a entendu dire Alors écoutez, du mouvement Free Jazz de Québec. Bon. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et on vous remercie de votre écoute. Oui, petite parenthèse, pendant que Point de bascule va être en congé, Vigile va toujours être là. Oui. On vous invite à consulter Vigile, consulter la page Facebook de M. Lehir qui est assez active. Oui. La mienne également, celle de Saint-Sian, celle de Philippe.
Et même si on n'est pas en ondes, on est toujours présent. Patriosphère. On va continuer à vous abreuver d'informations. Alors, donc, vous étiez à l'écoute de Point de bascule, radioinfocité.com. C'était votre émission d'information préférée du mercredi soir. Et c'était l'édition du 31 mai 2017. Et alors, Richard Lehir, je vous souhaite une bonne semaine. Philippe, merci d'avoir été présent. Saint-Tienne aussi. Alexandre. Toujours un plaisir. On vous souhaite une bonne semaine et on souhaite vous revoir mercredi prochain.